Bien. Alors, d'abord, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je profite de cette soirée sur l'analyse fractionnelle, donnée dans le cadre de cette formation de formateur. Moi, je cherche mes feutres. Ici à Lyon, pour voilà, proposer, si vous avez envie, de la suivre. Mais comme je suis face à un grand groupe, du coup, je vous regarderai, vous ferez des petits coucous si vous voulez, mais sinon, je ne pourrai pas tellement interagir plus avec vous ce soir. Alors, l'idée de cette conférence, c'est de présenter en fait l'outil, enfin, les outils de l'analyse fractionnelle. Qui parmi vous ne connaît pas du tout l'analyse transactionnelle? Jamais entendu parler? Non. Ok, d'autres? Est-ce qu'il y en a par contre qui ont fait une formation en analyse transactionnelle? Oui. Ça fait quoi? 101, 102? 101. Ok. Ce sont parce que le cursus de formation d'analyse fractionnelle est un cursus un peu comme en PNL. Hein. C'est un cursus qui est codifié. Et donc, il y a évidemment une fédération d'analyse fractionnelle, FAT en l'occurrence. Moi, j'ai découvert l'analyse transactionnelle dès mes premières années, quand j'ai commencé à m'orienter vers l'activité de formateur, hein, puisque je me suis formé en Gestalt d'abord, puis un peu en Sophro. Bon, j'ai fait pas mal de petits trucs, mais j'ai fait aussi une formation d'analyse transactionnelle, mais qui était surtout utilisée dans le cadre de l'accompagnement des organisations. Donc au départ, vous allez acquérir l'ensemble des concepts, dont je vais faire le tour d'ailleurs ce soir. Et puis après, moi j'ai une particularité, c'est d'aller plutôt, non pas vers la thérapie, qui est un des champs importants de l'analyse transactionnelle, mais plus vers ce qu'on va appeler la communication opérationnelle dans les organisations. Et je dois dire que ça m'a beaucoup été utile, et c'est pour ça que vous, en tant que formateur, dans le cadre de cette formation que nous faisons ici, je trouve que c'est intéressant que vous ayez une vraie sensibilisation à cet outil. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est l'occasion de profiter de cette soirée. Alors, voilà le sommaire par lequel nous allons passer. On est parti pour à peu près 1h15, 1h30, ça va? Il est quoi? Il est 19h. Ça nous fait... Il y en a qui vont manger après? Oui. On peut aller se faire un petit resto à côté, là, si vous voulez. Alors, de quoi je vais vous parler au cours de cette soirée? En fait, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concepts que vous retrouverez le plus souvent si vous tombez sur des bouquins d'analyse fractionnelle, et qui me semblent les concepts les plus intéressants en fait pour éclairer à la fois le fonctionnement de nous-mêmes en rapport avec le monde extérieur. Si on parle d'analyse transactionnelle, ça veut dire simplement qu'on parle d'analyse des transactions, des échanges qui se passent à la fois sur un plan verbal bien sûr, mais surtout on va le voir non verbal. Ces échanges, on les a avec soi-même. Je pense que c'est avec vous-même que vous passez le plus de temps à échanger, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, avec l'environnement, que ce soit dans votre couple, votre famille, vos enfants. Et on va le voir aussi beaucoup dans le monde des entreprises et plus largement socialement, puisque en permanence, vous êtes dans ces transactions. Alors, ce que je trouve intéressant dans l'AT, à la différence de la PNL, il faut savoir que l'AT vient du courant analytique. D'accord? Donc, on est plus dans une approche théorique. À l'origine, ça vient d'Eric Berne, qui est autrichien, je crois qu'il a immigré aux États-Unis et qui a eu pour vocation, puisqu'il accompagnait pas mal de gens dans son exercice de thérapeute, et son ambition, en fait, ça a été très vite de se dire, il s'est rendu compte, en fait, que dans la manière dont les gens interagissaient avec eux-mêmes, donc la manière dont ils se parlent, mais surtout dans laquelle ils étaient en rapport avec le monde, ils pouvaient assez vite détecter dans quelle direction ils allaient. Est-ce qu'ils allaient vers un scénario de vie qui allait être plutôt gagnant, non gagnant ou perdant? Je vais revenir là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans nos micro-comportements réside en quelque sorte la trace de ce qu'on va faire dans des moyens comportements ou dans des plus grands comportements. Vous voyez? Donc ce qui est vrai en petit se reproduit en grand. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je trouve très intéressant dans la T, c'est qu'on va en fait avoir des cartographies qui permettent de repérer ce qui se joue dans nos interactions avec nous-mêmes et avec le monde, et qui peuvent beaucoup nous indiquer vers quel devenir on est en train d'avancer. Vous me suivez là-dessus? Et donc, à l'origine, Eric Berne s'est dit, mais au fond, moi qui accompagne des gens, comment je pourrais leur donner des outils qui puissent les rendre autonomes? C'est ça le truc. C'est de leur donner des outils simples qui vont leur permettre de comprendre ce qu'ils jouent, et à partir du fait qu'ils auront un petit peu compris, plus un peu d'exercice qu'on va leur proposer, eh bien, ils vont commencer à acquérir des outils pour prendre en main leur propre développement. Donc, l'ambition d'Eric Berne à l'origine, c'est l'autonomie. D'accord? Et c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que l'AT s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup de gens qui ont enrichi l'analyse fractionnelle. Aujourd'hui, vous avez des bouquins, c'est incroyable, hein, la librairie qu'on peut trouver autour de l'analyse transactionnelle. Et beaucoup d'autres aussi ont participé à l'évolution de cet outil, et ça évolue encore aujourd'hui, toujours. Il faut savoir qu'une formation, alors
Vous avez ce qu'on appelle un 101 qui est 2 jours en fait où vous faites un peu le tour des bases. Après vous avez un 102 qui pousse un peu plus loin et puis après vous avez des formations beaucoup plus longues qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Donc une formation en AT c'est quelque chose d'assez c'est très structuré. Voilà. Donc on est vraiment dans le courant analytique. Donc à la différence de la PNL est dans le comment par exemple définir un objectif, comment mobiliser un état ressource, comment faire un ancrage, comment agir sur ses états internes, comment écouter, reformuler, sortir d'un conflit. On est plus dans les processus qui conduisent à un résultat. L'AT même est plus dans comme c'est plus analytique, et plus pour comprendre en fait les schémas. Donc c'est plus théorique, mais parfois à travers le fait de comprendre, du coup on peut aussi se repositionner. Et puis après, il y a eu du travail qui va avec, pédagogique, thérapeutique, enfin, tout dépend des modalités. Mais vous allez voir, c'est très éclairant. Alors, nous qui sommes en PNL, il y a évidemment des ponts, parce que je fais beaucoup de ponts avec l'analyse transactionnelle, donc il y a des choses qui vont vous revenir assez vite. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas, je pense que très rapidement, vous allez saisir. Alors, de quoi on va parler ce soir ? 8 concepts clés, qui sont un peu les grands fondamentaux, et mon idée, c'est vous donner une cartographie pour vous montrer aussi comment ces concepts s'agencent entre eux, et donc d'avoir une vision un petit peu générale de ce que propose l'AT. On va commencer par les signes de reconnaissance, qu'on appelle aussi les strokes en anglais, ce qui veut dire en gros caresses, et qui sont toutes ces marques d'attention qui, vous allez le voir, vont beaucoup influencer notre développement et notre rapport au monde. Donc on va parler de ça. Ensuite, en fonction de ces marques d'attention, on va voir comment, en fait, on va commencer à se développer, que ce soit sur un plan conditionnel, ce qui va nous conduire au mini-scénario, c'est-à-dire la forme avec laquelle on va agir dans le monde. On va faire des parallèles avec l'énéagramme, avec des choses aussi qu'on voit en PNL. On parlera des mini-scénarios, en l'occurrence 5 mini-scénarios. Et on verra comment ces mini-scénarios, en fonction de la manière dont on les vit, vont nous conduire, c'est là qu'on retrouve la trame qu'évoquait Berne, c'est-à-dire le devenir. On va parler de scénarios gagnants, non gagnants ou perdants. Et vous allez voir comment le truc s'enchaîne, en fait, comment la petite spirale entraîne la finalité. D'accord ? Ensuite, on verra que pour gérer en quelque sorte cette aventure de vie, ce scénario, nous agissons à partir de 3 grandes sphères qu'on appelle les états du moi. On parlera de la partie enfant, qui est plus la partie émotionnelle, la partie parent, qui arrive très vite ensuite, qui est la partie où on apprend, on intègre des données en fonction de l'environnement où on a grandi. Et puis, on verra la partie adulte qui gère les deux. Et puis, ensuite, on fera une deuxième lecture, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs parties dans la partie enfant, plusieurs parties dans la partie adulte, et plusieurs dans la partie parent, et plusieurs parties dans la partie adulte. Donc une fois qu'on aura fait le tour de ces états du moi, ça va vous éclairer sur plein de choses, c'est des parties de vous qui se mettent en avant comme ça tous les jours, et que vous allez très vite reconnaître en fait. On va voir que chacune de ces parties peut se mettre en rapport avec l'autre d'une manière ou d'une autre, parfois adaptée, parfois inadaptée. On rentrera donc dans ce qu'on appelle les transactions. Parfois, il y a la partie de moi qui me condamne intérieurement, qui me dévalorise, parfois il y a l'autre qui me valorise. Donc ce sont des transactions internes et qui vont beaucoup impacter sur la manière dont on va agir ou réagir dans une situation. Alors ce qui est vrai en interne, bien sûr, se manifeste aussi en externe. Et avec qui ça se manifeste le plus ? Avec nos proches, qui sont nos enfants, nos conjoints, nos amis, socialement, etc. Et donc on verra qu'il y a des transactions qui sont super gagnantes parce qu'elles sont positives. On parlera de transactions, par exemple, parallèles ou complémentaires. Et on verra que les choses se passent bien, tant qu'il y a un sens. On parlera aussi des transactions croisées. Et vous verrez comment, à quelle vitesse, en fait, on peut vite se mettre des bananes sous les pieds, en fait. Parce que quand on rentre en transaction croisée mais qu'on ne l'a pas repéré, on va très vite générer de la frustration sans même s'en rendre compte. Et ça peut même entraîner, on verra, des transactions encore plus difficiles qu'on appelle à double fond ou des transactions fuyantes. Je vous parlerai de tout ça. Mais qui sont tous ces pièges de communication qu'on peut très vite repérer. Et le fait de les repérer, ça permet de corriger très très vite. Donc vous avez compris que dans votre vie, déjà, c'est très utile, mais encore plus dans un métier comme le nôtre, de formateur, où on est en interaction énorme avec plein de gens en même temps. De ces modes de transaction, on parlera de l'intensité des relations qu'on peut avoir avec soi-même et avec les autres. Vous avez vu que parfois, vous êtes à table avec des gens, puis vous ennuyez un peu. Puis il y a des moments où vous êtes en très très forte connexion avec des gens. Donc on voit qu'en fait, il y a toute une échelle qu'on appelle la structuration du temps. Pourquoi ? Parce que en fonction de là où on en est, on a des moments où on est très pauvre en termes d'interaction, de qualité d'interaction, et des moments où au contraire, on est dans une interaction extrêmement riche. Vous repérez ça ? On parlera du minimum, quand vous êtes en posture de retrait, volontairement ou pas. Par exemple, je suis dans un groupe, ou quel que soit l'environnement, mais je ne parle pas beaucoup. Je suis très en retrait. Au contraire, dans des rituels, au contraire, dans des passe-temps, ou au contraire, dans des activités, ou au contraire, dans des jeux psychologiques. Et là, on retrouvera ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui
tous ces pièges relationnels dans lesquels on entre, ou, et on verra le top du top, c'est ce qu'on appelle l'intimité, qui sont les niveaux les plus élevés d'interaction et de connexion qu'on puisse trouver. Face à ça, du coup, on ira voir la zone rouge, qui est la zone des jeux psychologiques. C'est celle, je grossirai un peu le trait, puisque j'en ai un petit peu parlé, mais je reviendrai là-dessus, c'est les 4 niveaux de degrés de jeux psychologiques. Le premier, on s'en sort tout seul. Le deuxième, ça pète un peu fort avec une interaction avec une personne qui est autour de moi. Troisième, ça va tellement mal que du coup, l'environnement s'en occupe, en l'occurrence la police, l'État, enfin, ça se finit très bien en général. Et le quatrième jeu psychologique, c'est quand il y a mort d'une personne. Ou autodestruction, on va voir. Mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant de repérer comment ça se dégage. Et puis enfin, on finira par les positions de vie, parce qu'en fait, en permanence, quel que soit là où on en est dans notre développement, on verra qu'il y a 4 positions de base, plus 2, qui nous viennent d'ailleurs de... je vous dirai qui. Vincent Lennart, pardon, qui en a développé 2 autres, qui est un des grands pontes de l'AT. Et on parlera des 4 positions de vie fondamentales, on parlera des notions de dépendance, de contre-dépendance, d'indépendance et d'interdépendance, qu'on retrouve dans les phénomènes de croissance et d'autonomisation. Et puis, on verra aussi comment on peut passer très très vite ou non dans l'une ou dans l'autre, et ce qui va faire qu'on est soit dans un processus qui va nous élever, soit un processus qui va nous détruire. Et on va retrouver ces phénomènes de compétition que j'ai évoqués ensemble. Suis-je en rapport de collaboration avec mon environnement, ou suis-je en rapport de compétition avec lui? Et on va voir que les positions de vie, c'est très éclairant pour repérer ces trucs-là. Tout ça pour vous dire que l'AT, c'est une super technique. Voilà. J'adore ça, même si j'ai une préférence, parce qu'après j'ai fait des choix sur la PNL, bon, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, mais je trouve que l'AT, c'est quand même un bel outil à mettre en avant et à partager. Alors, on va commencer par les marques d'attention. Concept numéro 1. Alors, les marques d'attention, on en a pas mal parlé ensemble, c'est toutes les formes de reconnaissance, bien sûr, qui vous arrivent. Et vous savez que nous sommes axés, je vais le répéter encore, mais au fond, nous avons des besoins, nous existons à travers un certain nombre de besoins. Premier plan important sur lequel vous pouvez avoir des satisfactions, des frustrations, donc être nourri ou pas nourri. C'est le plan, on le disait ensemble, physique, matériel, financier. Donc on va le mettre ici, physique. Je vais mettre physique, mais ça inclut matériel et financier. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple physiquement, moi j'ai souvenir quand j'étais à l'école, par exemple mes premières années de sport, j'étais CE1 ou CE2. Et puis, voilà, j'étais tout petit bonhomme. Pour moi, les grands adultes, c'était des grands géants. Et puis un jour, je ramène mon carnet de notes à la maison. Et puis, au truc sport, à la colonne sport, enfin, l'espace sport, il y avait marqué « force de la nature ». Mais moi, dans ma tête, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et donc, je regardais mon père lire les notes. Ça. Puis comme il ne réagissait pas sur « force de la nature », au bout d'un moment, je lui dis « et ça veut dire quoi ?» Et il me dit « ça veut dire que ton prof te reconnaît comme... » Voilà, comme quelqu'un qui a de la puissance, qui est bon en sport. Et là, dans ma tête, je revois le prof, petit bout de chou que j'étais, j'avais 7-8 ans. Je visualise le prof et je me dis, waouh, parce que c'est un grand gaillard puissant, etc. Il dit, waouh, si lui, il me reconnaît comme quelqu'un de bon, je me souviens de cette dose de shoot émotionnel que j'ai pris à ce moment-là. Je voulais te prendre ici une marque d'attention extrêmement positive. Et donc ce jour-là, comme j'ai reçu une marque d'attention positive, vous avez compris que j'étais tout heureux de retourner au sport. Et comme par hasard, j'ai adoré. Je me souviens, je me vois encore le coup de... On était allé jouer au tennis, c'était la première fois que je jouais au tennis. Et de savoir que ce prof me considérait, ça m'avait donné un boost de dingue. Et ça, quand vous êtes enfant, c'est très émotionnel, vous avez compris que c'est très puissant. Alors j'en ai eu d'autres qui ont été négatifs, par exemple... Alors, on verra sur d'autres plans, mais donc tout ça pour montrer qu'en fonction des marques d'attention qu'une personne va recevoir, eh bien, elle va vraiment se développer ou non. Par exemple, imaginez des parents qui soient très insistants sur leurs enfants en leur disant « Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils, s'ils pouvaient rester si petits, ces petits bouts de chou, ces matières, etc. » Eh bien, inconsciemment, je sais que l'inconscient est puissant, l'enfant pourrait décider de rester petit parce qu'en restant petit, il a une considération, c'est inconscient bien sûr, mais le système émotionnel intègre l'idée qu'il sera quelqu'un de plus aimé. Parce qu'être aimé, c'est la chose la plus importante qu'on a besoin. Oui, donc, voilà. Si maintenant, imaginez qu'un enfant joue sur un truc, d'un côté, il joue sur au tennis par exemple, et puis sur le terrain d'à côté, il vient de rater une balle. Et là, il a son idole qui se fout de lui en disant que c'est vraiment pas fait pour lui. D'accord? Il va recevoir une marque d'attention négative ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va voir que là, il y a 2 possibilités. Soit l'enfant dit, écoute,
plus jamais, il pose sa raquette, il s'en va en pleurant, soit il dit, toi mon pote, on se revoit dans 10 ans et on verra. Voilà. Et ça c'est génial, parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a des phénomènes qui vont faire que l'enfant va soit aller d'un côté, soit de l'autre. D'accord ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de l'environnement que vous recevez, positif ou négatif, vous allez prendre des décisions de développement ou pas. D'accord ? Et on le voit dans les séminaires, le fait d'avoir des feedbacks positifs, c'est sûr que c'est très important, parce que ça vous tire vers le haut. Donc on en reçoit sur le plan physique, matériel, financier. Si par exemple, imaginez pour continuer sur la partie financière, parce que je suis sûr que ça intéresse les gens, si je grandis avec un environnement qui est beaucoup en conflit avec des problèmes d'argent, oui, mes parents se sont battus, se sont séparés, il y a eu beaucoup de tensions, de choses comme ça, eh bien moi je grandis avec l'idée, c'est un message, que la nature argent est associée à des fichiers négatifs, et plus tard, quand il s'agira de gagner de l'argent, si je ne fais pas un petit travail de décomposition personnelle, eh bien, argent égale problème, égale difficulté, c'est compliqué. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est très important. Hein. Alors, sur le plan relationnel, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est le deuxième plan important, c'est le plan plus affectif. Ben, c'est sûr que si vous grandissez dans un environnement où les gens se font des câlins facilement, se valorisent beaucoup, pour vous, ça devient naturel de faire ça. Oui ? Mais si vous êtes dans un environnement où les gens ne se parlent pas, se touchent pas, etc., ben, du coup, vous n'êtes pas du tout nourri au même grain et vous n'allez pas vous donner du tout les mêmes permissions. Ok ? Sur un plan intellectuel, c'est la même chose. Imaginez qu'un enfant, à chaque fois qu'il veut s'exprimer, comme maman a besoin de l'aider, en fait, elle a une intention positive, bien sûr, mais elle termine ses phrases à sa place. Ce qu'il veut dire, c'est ça. Qu'est-ce qu'il entend, lui, au niveau psychologique ? Ben, qu'heureusement que maman est là, parce que sans elle, je m'en sors pas, etc. Donc, même s'il y avait une intention de la part de maman positive, le fait de surprotéger, en fait, même si l'intention est positive, la réalité, c'est que ça va entraîner du négatif. Vous comprenez ? Moi, alors, affectif, intellectuel, hein, on pourrait aussi, sur le plan spirituel, moi qui ai grandi dans pas mal de communautés diverses et variées, je peux vous dire que les dimensions spirituelles sont beaucoup plus puissantes. C'est des marques d'attention extrêmement puissantes, fortes. Les gens qui sont croyants attribuent évidemment au regard divin sur eux des choses très fortes, soit positives, soit négatives. Hein. On a les deux, etc., etc., etc. Donc on pourrait continuer. Donc tout ça pour montrer qu'en fonction des marques d'attention, qui sont soit positives parce qu'elles vont nous aider à grandir, aller vers du plus, soit elles sont négatives et elles vont nous entraîner vers le moins, vers le bas. D'accord ? Alors, dans toutes ces marques d'attention, vous avez deux types de marques d'attention qu'on a vues ensemble. Il y a celles qui touchent, rappelez-moi. Les actions. Oui, les actions. Il y a ce qu'on appelle les conditionnels. Conditionnel, marqué conditionnel, ça renvoie à la manière dont on fait les choses ou à l'avoir. Donc on est dans une dynamique de type faire, avoir. Vous savez de ça ? Faire, avoir. C'est-à-dire au fond, eh ben, si je grandis dans un environnement, par exemple, je grandis dans les châteaux où il y a une grosse abondance financière, pour moi c'est normal d'être dans ce cadre-là, vous comprenez ? Si les gens sont très affectueux, qu'il y a beaucoup de marques d'attention, c'est normal, c'est acquis d'être dans ce... Si les gens me sollicitent beaucoup, qu'intellectuellement on est tous riches, c'est normal pour moi de faire des études et d'avancer. Si je suis dans un environnement spirituellement positif et constructif, du coup c'est normal que je me sente aimé par la vie, le monde et tout ça. Mais l'inverse marche. Donc le conditionnel, c'est ce qu'on va valoriser chez moi, d'accord ? Par exemple, on va me dire, ah ça c'est bien quand tu travailles bien, tu as de bonnes notes, c'est super, d'accord ? Quand tu es le premier de la classe, quand tu es bien habillé, quand tu conduis comme ça, quand tu manges comme ça, etc. Quand tu es gentil avec maman, ah c'est super. Voilà. Bref, d'accord ? Donc quand tu fais comme j'aime bien que tu fais, ou quand tu obtiens les trucs, au fond, je t'aime. Donc c'est très intéressant parce que ça va beaucoup éduquer la faculté à réussir dans un domaine, d'accord ? Donc ça reste important. Là où le bas blesse, c'est quand je crois qu'il faut, à tout prix, que je sois gentil pour être aimé, par exemple. Ou que je sois parfait pour être aimé. Vous comprenez ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a un manque au niveau de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire la faculté, ici, à être reconnu, à recevoir des marques d'attention, non pas pour ce que je fais ou ce que j'ai, mais pour ce que je suis et ce que je partage, ce que je rayonne. Donc on est plutôt dans l'être, ici, et dans ce que je rayonne, ce que je donne, ce que je partage, en termes d'énergie, etc. Donc là, on va parler plutôt de ce que je suis.
Donc les messages inconditionnels positifs, c'est je t'aime, quoi. En gros, je t'apprécie, je trouve que tu es quelqu'un de super, j'adore ta présence, tu es plein d'énergie, tu es rayonnant, tu es intelligent, tu es. 3 petits points, d'accord? Alors on a aussi l'inconditionnel négatif, hein, c'est-à-dire tu es nul, ça c'est vraiment à bannir au passage. En conditionnel, on avait donc le positif et le négatif, hein, à chaque fois, puisqu'on est toujours dans les marques d'attention positives ou négatives. Donc sachez que les négatives où les positives vont faire grandir, les négatives vont couper. Mais là, on va agir sur le plan conditionnel et là, agir sur le plan inconditionnel. D'accord ? Le pire de tout ça, à votre avis, c'est quoi ? Inconditionnel négatif, c'est le pire. D'accord ? Après, vous avez le moins bon. Après, on aura le bon. Et après, on aura l'excellent. Le pire, c'est l'inconditionnel négatif. T'es nul, machin. Alors que ce soit vis-à-vis des autres ou vous-même. Hein, c'est le pire. C'est absolument à bénir. Après, vous avez le conditionnel négatif. En 2, d'accord? C'est le moins pire. Ça veut dire que c'est le moment où vous mettez votre focus sur les problèmes. Au fond, ce que vous exprimez vis-à-vis de vous-même ou les autres, c'est ce qu'il ne faut pas, c'est ce qui ne va pas. Je vais dire à une personne, ah, tu es toujours en retard. Ah, tu ne pourrais pas avancer. Arrête de laisser traîner tes jouets. Tu laisses encore traîner la table là, avec tes miettes et tes machins, il y en a marre. Oui, tu es toujours, enfin, etc. D'accord? Donc, ce que je vais mettre en avant, chez moi ou chez les autres, c'est le faire négatif ou le manque d'avoir. D'accord? Ça, c'est du conditionnel négatif. C'est pas le pire, mais c'est pas encore bon. Après, on fait un gros gap quand vous passez en conditionnel positif. Donc là, vous dites plus tu es en retard, mais tu sais, quand tu arrives à l'heure, pour moi, ça fait une vraie différence. Donc, tu vois, quand tu ranges ton bol là sur la table et que tu le mets dans la machine à laver la vaisselle, et que j'arrive le matin et que c'est super, ça fait pour moi une différence. Vous comprenez? Quand c'est sûr que vous venez de rater ce dossier, ok, revenons ensemble sur la manière de remplir ce dossier pour garantir à l'avenir quelque chose. Alors c'est sûr que si vous êtes manager, vous venez de perdre $1 million, et que votre assistante qui a oublié une pièce dans le dossier, c'est sûr que là, si vous n'avez pas un peu d'entraînement, avec la frustration que vous venez de vivre, vous n'êtes pas loin de l'envoyer chier, quoi, en gros. Hein. De la dévaloriser inconditionnellement, c'est le pire. Et ça va vous coûter dans l'avenir si vous continuez à faire ça. Le moins pire, c'est de lui remettre le nez là où elle a échoué. C'est de remettre, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas possible, c'est comme ça qu'on remplit un dossier. Ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est de revenir avec elle sur, et c'est ce qu'on va faire en amélioration constante, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui a manqué, et à partir de là, qu'est-ce qu'on apprend qu'il faut faire. Et donc on va regarantir avec elle le processus qui permet d'atteindre le résultat. Et après, vous avez le top, mais le top, il faut qu'il y ait le conditionnel avec. En tout cas, dans toutes les relations d'accompagnement, de management, de coaching, tout ça, il faut d'abord qu'il y ait du conditionnel positif et ensuite de l'inconditionnel. En gros, ça donne, voilà, je propose qu'on revienne sur le processus pour garantir à l'avenir que ce type de situation se passe bien. Et pourquoi? Eh bien parce que je veux continuer à vous faire totalement confiance, parce que pour moi, vous êtes une pièce maîtresse dans ce domaine. Oui. Et là, on a fait une évolution importante. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ce qu'on apprend à faire dans les techniques. On voit ça en PNL. Parce qu'on sait que la conséquence à moyen terme et long terme est énorme. D'accord? Ça va? Donc, en fonction de ces conditionnels et ces inconditionnels, eh bien, on va voir que ça va orienter chez la personne. Eh bien, et là, on arrive au deuxième concept, le mini-scénario et le scénario. Alors, le mini-scénario, il est conditionné par les marques d'attention conditionnelles. Et l'analyse fractionnelle met en avant 5 mini-scénarios. Si vous avez fait de l'énéagramme, on va retrouver ces mini-scénarios un peu dans le fonctionnement des 9 grands profils. D'accord? Et au passage, si vous faites de l'énéagramme, il ne faut pas comparer l'énéagramme à la T. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si un jour vous faites un stage d'énéagramme avec nous, on peut retrouver tous les fonctionnements de la T dans chacun des profils en fonction des niveaux de développement. D'accord? Et notamment, on verra que dans certains profils de l'énéagramme, je parle de l'énéagramme parce que vous êtes un certain nombre à le connaître, eh bien, on va voir qu'il y a des mini-scénarios types qui ressortent. Vous voyez? Alors, en AT, vous connaissez les mini-scénarios? Alors, il y en a un que j'ai un petit peu évoqué, on l'appelle « Fais plaisir ». Alors, ils n'ont pas d'ordre, hein, je vous les donne comme ça. « Fais plaisir ». « Fais plaisir », ça découle d'un sentiment, alors c'est pas négatif, hein, c'est l'excès qui est négatif. On va voir pourquoi. « Fais plaisir », c'est imaginer par exemple que, enfant, vous ayez un environnement, maman ou tous les autres, qui vous ait dit « Ah là là, qu'est-ce qu'il est gentil, il ne demande jamais rien ». Donc vous, qu'est-ce que vous comprenez? Quand je me la ferme, je suis quelqu'un de bien, donc je suis poli. Je dis rien. Ah, il a donné la plus grosse part à son petit frère, regardez comme il est gentil.
Ah, tu as aidé maman, c'est bien ça, tu vois. Mais ça, répété fortement, je veux dire par là que c'est plus privilégié. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient? Lui qui aspire à grandir, et bon, pour ça, à être reconnu et aimé, eh ben, il commence à comprendre comment il a intérêt à fonctionner pour être apprécié, aimé. Hein. Donc, il va faire plaisir. On va voir que ça a des tas de talents, hein, puisque ça va développer des savoir-faire. Voilà. Donc, on va retrouver le fait plaisir, par exemple, dans le profil énéagramme, pour faire quelques points, dans le profil 2, par exemple, hein, qui le met beaucoup en avant, mais pas seulement. On peut le trouver dans bien d'autres, dans le 6, on peut le trouver dans d'autres choses. Alors, fait plaisir, c'en est un. Après, vous avez le soi parfait. Par exemple, le soi parfait, alors c'est la même chose, c'est l'idée que si je suis parfait, ça c'est un gros frein en général à l'innovation, pour les gens qui démarrent, par exemple, sur des nouveaux terrains, qui n'ont pas encore acquis le savoir-faire, hein, ça les bloque beaucoup, parce qu'ils ont le sentiment, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils croient jamais qu'il est à niveau, donc voilà. Donc ça, les soi parfaits, ils sont assez, on le retrouve dans le profil 1, par exemple, l'énéagramme, hein, le perfectionniste, parce que le soi parfait, il se dit, pour qu'une chose soit bien, il faut qu'elle soit impeccable. Et comme il est très sensible aux éléments qui vont manquer, c'est la première chose qu'il va voir, vous lui avez fait toute sa salle de bain en peinture, et quand il revient le week-end, la première chose qu'il voit, c'est le petit coup de pinceau qui manquait juste à terre. Bon. Ce qui fait que la prochaine fois, il ne va pas vous laisser peindre, c'est lui qui va le faire. Et il va tout faire vraiment. Donc le 1 a cette préoccupation permanente d'être parfait à vos yeux, d'accord? Et évidemment, en fonction du niveau dans lequel il est clair que plus il se sent imparfait intérieurement, dit autrement insécurisé intérieurement, on va le voir dans le scénario, plus le mini-scénario va être une roue de secours, en fait. Un peu la branche à laquelle il se raccroche de peur de filer dans le trou, en fait. Vous comprenez? Donc on va voir que plus la peur est virulente, plus le désir, au fond, d'être parfait est élevé. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le désir qui conduit, c'est la peur qui booste. C'est comme j'ai peur que vous me dites non, du coup, je ne veux pas vous blesser. J'ai peur de vous demander, par exemple, parce que j'ai peur de vous blesser, donc je ne vous demande pas. Ou au contraire, je ne veux pas vous dire non, parce que si je lui dis non, je vais te percevoir comme un salaud. Ça, ça me fait plaisir. Hein. Ou alors, je veux bien vous le faire, mais bon, ça va me prendre beaucoup de temps, parce que voilà, j'ai tellement à cœur de bien faire les choses que voilà, je vous invite à dîner, et puis évidemment, je rentre du travail, il y a beaucoup de choses à faire. Vous me dites, mais donc, va te détendre, Polo. Il n'est pas question que je me détende. Il faut que tout soit parfait pour que je puisse aller me détendre ensuite. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je confonds en fait le bien faire, la bonne organisation avec mon bien-être en fait? Ou au contraire, quand tout sera bien rangé et impeccable, alors je pourrai commencer à m'occuper de moi. Hein, donc tout ça, ça se repère en fait. Sachez qu'en AT, quand on fait des formations, on peut passer à peu près une journée sur chaque concept pour entrer dedans, parce qu'on voit que ça apparaît sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan... Enfin, voilà. Alors fais plaisir, sois parfait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Sois fort. Sois fort. Sois fort, le message, c'est donc l'idée, au fond, ne pleure pas, ne ressens pas trop, montre que tu es costaud, tiens la route. Alors, encore une fois, ça a un aspect tout à fait positif, parce que ça va m'aider justement à faire face à des situations. Mais la contrainte, c'est que du coup, coupé de mon champ émotionnel, je vais être dans la difficulté à exprimer ce que je ressens, ce que je... Enfin, donc on verra qu'il y a des antidotes, en l'occurrence ressent. Pour que ce soit parfait, tu as le droit à l'erreur. Le fait plaisir, c'est occupe-toi de toi, etc. Sois fort, dépêche-toi, je l'adore celui-là. Voilà, dépêche-toi, c'est cette idée que quand j'arrive à faire plus de choses dans un minimum de temps, c'est mieux. Donc un dépêche-toi, il est capable de gérer plusieurs situations en même temps. Il arrive à un feu, il a déjà anticipé laquelle va démarrer le plus vite, donc il s'est mis derrière la bonne voiture. Il n'est pas arrivé sur le parking, il sait déjà exactement où est-ce qu'il va garer sa voiture. Oui, il est dans l'anticipation, alors ça c'est quand ça va bien. Et quand ça va mal, il est tellement dans le sentiment que ça avance pas. Si quelqu'un le colle en voiture, c'est pas possible. Soit il roule plus vite, soit il se retire. Mais il a vraiment le sentiment de déranger parce qu'il va pas assez vite. Vous voyez ce type de message. Donc il va avoir tendance à entrer un peu dans la précipitation, le besoin d'aller vite. Moi, c'est une de mes zones sensibles, ça. C'est-à-dire que j'ai une tendance comme ça, j'ai un bon dépêche-toi en fait. Vous avez remarqué? Voilà. Dépêche-toi, et puis on va finir avec un fais effort. Alors, c'est les 5 les plus gros, les plus connus, mais après, vous verrez aussi par soins indépendants, enfin, après, il y a d'autres messages, mais fais effort, c'est cette idée, alors ça aussi, ça a un aspect positif, hein, c'est quelqu'un qui a un bon fait effort, c'est quelqu'un qui ne lâche pas comme ça, il a une certaine détermination, il s'accroche,
voyez, il lâche pas le morceau, quoi. Par contre, s'il est trop dans l'effort, pourquoi? Parce qu'il a reçu des messages qui consistaient à dire, bah, vous voyez, par exemple, les gens que je adresse à Sylvia et puis à Christian, que bon, bah, Sylvia, elle réussit. Par contre, Christian, lui, on sent qu'il bosse, il s'accroche, il donne vraiment, etc. Donc, ce que je suis en train de valoriser, vous voyez, ça s'est répété de nombreuses fois, c'est pas la réussite, c'est l'effort dépensé. Et dans un scénario comme ça, bah, ce que l'inconscient comprend, c'est que c'est l'effort fourni qui est important, pas le résultat. Et donc, dans ma vie, eh ben, si on est en réunion de travail, par exemple, et puis que je vous dis, bah alors, comment ça s'est passé? Vous dites, ah là là, ça a été un peu long et difficile, mais on y est arrivé. Ouais. Voilà. Mais si je vous dis, ah bah tiens, on va faire un truc, c'est très simple, vous allez voir, en 3 coups de pinceau, ça va être réglé, ça n'a pas vraiment de valeur. Oui, ça pourrait ne pas avoir de valeur, en tout cas. Parce que l'effort n'est pas récompensé, n'a pas de valeur. Alors, si c'est fortement poussé, vous allez voir que la personne rentre après dans ces phénomènes de complications. On le voit dans certaines entreprises, avec beaucoup de faits forts, l'entreprise est compliquée. On garde les vieux trucs qui sont là, on n'arrive pas à lâcher, on est sur des trucs anciens, on aime faire des efforts, donc tout est un peu compliqué. Et ça se voit dans la configuration de l'entreprise, dans les manières de fonctionner. Enfin bref, on voit ça chez des personnes aussi. D'accord? Fais effort. Donc on va leur apprendre à simplifier en fait. Accepter la simplicité comme voie de croissance. Il y a un très bon livre pour les faits forts. Alors, je rappelle que le fait fort, vous en avez besoin. Hein, c'est d'avoir une qualité. C'est quand c'est en excès et que je crois que si je ne fais pas d'effort, alors je ne suis pas quelqu'un de bien. On a un peu ça dans notre culture française. Hein, par exemple, si les cadres s'en vont à 17h alors qu'il a dit sa journée, c'est mal vu. Tu vois. Par contre, si tu travailles beaucoup, même si tu ne produis pas grand-chose, bon, ça commence à changer, mais... Donc on a des cultures, même les entreprises, les familles, les personnes, les sociétés, il y a des cultures avec des dominantes. Donc une personne, on repère qu'il y a 2 ou 3 dominants qui apparaissent. Voilà, elle va en mettre un en avant socialement pour en nourrir en général celui qui est le plus fort, qui est en dessous. Alors ces mini-scénarios, on est bien d'accord, c'est la forme avec laquelle j'agis chaque jour, vous êtes d'accord ? Et cette forme, elle va donc m'accompagner chaque jour dans mes relations, dans mes interactions, dans mon job, dans ma manière de faire les choses. Je vais par exemple réussir parce que je suis beaucoup dans le service, je fais plaisir, etc. Je vais réussir parce que je suis un roi de l'organisation, avec mon soi parfait, etc. Je vais être un soi fort, je suis quelqu'un qui est capable de diriger des équipes, de faire face à des situations compliquées, d'aller faire du sauvetage en mer. Bon, ça c'était pas... Le dépêche-toi qui aime courir, passer d'un truc à l'autre, qui a énormément de créativité, etc. Ou le fait effort qui est capable d'avoir la constance et de bâtir des trucs compliqués, d'aller s'affronter à des choses fortes. Donc, en fonction de ça, la vie va me conduire vers 3 types de destinations, nous montre Berne. Et vous allez voir, il y a des parallèles avec la PNL qui sont particulièrement intéressants. Le deuxième, qui va monter vers le haut. Et le troisième, qui va nous tirer vers le bas. Alors, celui qui nous tire vers le haut, on l'appelle le gagnant. On parlera de scénario gagnant. Il y en a 3. Hein. Scénario gagnant. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Gagnant. Ensuite, on a le non gagnant. C'est comme ça qu'il appelle ça. On va clarifier ce qu'on met là-dedans. Et puis enfin, on a le perdant. Le perdant, que je vais ici. Perdant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un scénario gagnant, selon vous? Qu'est-ce qui va déterminer le plus le scénario gagnant? C'est quelqu'un qui arrive à... L'assertivité. Là? L'assertivité. Oui, d'accord. Mais au-delà de ça, il peut être assertif et pas forcément être dans un gagnant. Comment je vais rebondir sur... Mais tu as raison, en général, l'assertivité, c'est qu'il prend en compte... Mais quel est l'élément qui est pris en compte, justement, et qui fait qu'on va vers du gagnant? Oui. Comment rebondir sur la situation? Alors, oui et non. Je peux rebondir sur plein de situations, mais il y a un ingrédient qui est fondamental et qui ne peut pas vous éviter d'être dans du gagnant. C'est la prise en compte de votre système de valeurs. Un scénario gagnant, c'est la personne qui est de plus en plus consciente de ses importants et qui va bâtir sa vie autour de ses importants. Vous sentez le truc? C'est-à-dire, si je découvre que c'est en regardant les chèvres sur les plateaux du Larzac que je suis heureux, parce que c'est de la nature,
la pureté, et que c'est là que je suis vraiment heureux, épanoui, etc. Et que j'ai du plaisir à y retourner, que je pourrais y passer des heures, et que rien que d'y penser, j'ai des larmes aux yeux. Ça, c'est l'environnement dans lequel je suis fait pour pousser. Et c'est ça, c'est le gagnant. Vous comprenez? Si mon truc, c'est de faire de la musique, chanter sur les routes, alors ça n'empêche pas que je vais pouvoir peut-être devenir très riche, mais ça, c'est une deuxième chose. Mais dans le scénario gagnant, c'est d'abord gagnant parce que c'est en phase avec la plante que je représente. En phase, en congruence avec mon énergie, en congruence avec ma sensibilité, en congruence avec mon système de valeurs. Et c'est pour ça, je vous conjure d'absolument travailler et mettre au jour cette dimension qui vous anime depuis toujours, parce que c'est votre boussole interne la plus forte. Toutes les maladies, tous les écarts, toutes les souffrances sont en très grande partie, on en parlait à midi, liées à des écarts. Parce que les gens n'ont pas ou peu écouté ce qui était important pour eux. Et du coup, ils descendent, et parfois même avec des réussites fantastiques, dans du non-gagnant. Alors qu'est-ce qu'un non-gagnant? Eh bien, c'est quelqu'un qui socialement peut avoir énormément réussi. Mais la réalité, c'est que pour réussir, il a intégré tout un ensemble de comportements positifs, savoir-faire, connaissances, pratiques, mais ce qu'il vit n'est pas vraiment en phase. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il est devenu médecin parce que toute sa famille est devenue médecin. Il est devenu, je sais pas moi, il a pris des gros titres, hein, ça peut être, je sais pas moi, notaire par exemple. J'ai connu un notaire comme ça, enfin j'ai pas connu moi directement, mais un type, grosse réussite, excellente, etc. Et puis il s'est suicidé, tout le monde, ça a surpris tout le monde parce que personne ne s'attendait à ça. Il a une belle fonction, une belle voiture, une maison incroyable. Le type avait vraiment réussi, les gens n'ont pas compris. Alors, en fait, pourquoi? Parce que probablement qu'il était coupé, cet intérieur. Donc, on peut avoir une vraie réussite, mais au fond de soi, on sent qu'on aurait aimé autre chose. Alors, on n'est pas forcément malade ou quoi que ce soit, hein. Ça peut aller bien, mais on sent bien qu'au fond de soi... Alors, en général, quelqu'un qui va plutôt bien, ça n'empêche pas que plus tard, à un moment donné dans la vie, boum, il ait touché ça. Par exemple, j'ai un ami qui est devenu pilote chez Air France. Et en plus instructeur, enfin, voilà, au niveau. Mais en fait, pourquoi? Parce que, bon, ça l'a fait rêver, son père surtout était, voilà, l'a fait rêver autour de ça, et donc il est devenu pilote. Mais en fait, son grand truc, lui, c'était d'architecte. Il s'est remis à retaper des apparts, pardon. Et putain, quand je vois comment il fait ses baraques, je dis, mais où est-ce que tu as appris à faire ça? Il me dit, je sais pas, de mes propres mains. Le type, il a un soin parfait, un truc, et en même temps, c'est un rapide, un dépêche-toi, il est incroyable. Mais il m'a... Enfin, c'est super bien fini, c'est top, c'est nickel, etc. Et en fait, je discute avec lui, il me dit, mais moi, depuis enfant, je rêve d'être architecte. Je me dis, ce type-là aurait mis toute son énergie dans cette dimension, mais il m'aurait fait, avec le métier, la technique, toute la richesse technologique et autres, quand tu vois la sensibilité, tu as l'impression d'avoir un chanteur qui a un talent fou, mais qui ne s'est jamais mis sur scène, quoi. Voilà, ça n'empêche pas qu'il ait été heureux. Bon, aujourd'hui, il a retapé tellement d'appartements qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Ça va pour lui, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est ça, être à côté de son espace ou être dans son espace. Et puis après, vous avez le perdant. En général, ça découle de l'inverse. Et là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des natures qui sont tellement peu écoutées à l'intérieur que du coup, je ne suis pas mobilisé par le désir, par l'amour, par la joie et enfin le sentiment d'accomplissement à travers ce que je vis, mais par des frustrations qu'on voyait ensemble, d'accord? Parce que je fais les choses parce que j'ai peur. Donc c'est la peur qui va me mobiliser, la peur de ne pas être dans ce qu'on m'a enseigné, la peur de ne pas respecter les normes. Du coup, j'ai un peu de rébellion interne, mais bon, voilà. Et du coup, au bout d'un moment, comme je suis dans la peur, eh bien, je vais me suradapter dans le plaisir, je vais me suradapter dans le chercher à être parfait pour les autres, me suradapter dans le soi fort, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, du coup, ça commence frustration en frustration. Là, vous avez toutes les stratégies d'évitement qu'on a vues ensemble, suradaptation, agitation, agressivité, violence. Et si ce n'est pas arrivé, ben, ça va péter avec des strates qu'on va voir dans les jeux psychologiques, niveau 1, 2, 3 ou 4. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tomber dans les phénomènes de destruction, de dépendance. Et on voit ça, vous savez, c'est les grands artistes qui malheureusement, malgré tout l'argent, les machins, mais ils ont tellement existé à travers leur seule fonction d'être, s'ils n'ont pas fait un travail intérieur de reconnaissance, comme ils ont en plus les moyens, on va voir comment le cerveau a des ressources beaucoup plus importantes pour se suicider à petit feu.
par toutes sortes de déviances, parce que comme il y a un vide intérieur, bah, ce besoin de stimulation d'être animé, on va le trouver dans l'immédiat temps. Alors ça va être dans les soirées, dans la sniff, dans l'alcool, et quand on a vraiment les moyens, c'est beaucoup plus facile d'être là-dedans. Et du coup, de descendre peu à peu là-dedans, parce que quand vous êtes habitué à des très hauts niveaux de stimulation, d'accord, si vous n'avez pas fait un travail intérieur puissant, bah, du coup, vous êtes assoiffé de ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en manque permanence, en fait. Voilà. On voit descendre comme ça des gens, y compris connus, très très bas. Ça va? Voilà, donc ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller faire un zoom et de voir dans nos états internes, dans nos états du moi, en fait, comment tout ça se prépare, comment ça s'alimente, comment ça se réoriente, comment ça se perpétue ou ça se change. D'accord? Entre Dominique, hein, si tu veux. Je vous présente Dominique. Alors, du coup, on arrive aux états du moi. Donc ça, c'est l'appareillage à partir duquel je suis constitué et à partir duquel je vais interagir en permanence avec moi-même et avec les autres. Alors, l'AT met en avant 3 états du moi. On va commencer par la partie enfant. La partie enfant, on pourrait aussi l'appeler la partie émotionnelle. On met un E majuscule pour la dissocier de l'enfant que j'étais. Puisque dans l'enfant que j'étais, j'avais une partie enfant, on verra une partie parent et une partie adulte. D'accord? Et quand on met un E majuscule, c'est pour définir que c'est la partie enfant. Que je sois enfant, adolescent, adulte ou plus ancien. Donc la partie E, c'est la partie des émotions. C'est la première qui va arriver. D'accord? Donc retenez que là-dedans, on y met tout le facteur émotionnel. C'est ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'éprouve. On le verra en positif ou en négatif. D'accord? Après, le petit bout de chou qui est rempli d'émotions, etc. Quand il va commencer à faire ses premiers pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire ce qu'il observe autour de lui. Imaginez une petite fille qui va commencer à jouer avec sa poupée et qui va reproduire ce que maman fait. Et donc pour ça, elle va commencer à développer une partie parent, qui est la partie d'elle-même, qui va intégrer, bien sûr, la culture environnante, à la fois sur la manière d'être en lien avec les personnes, de manière positive ou pas, et dans la manière de faire les choses. D'accord? Donc on verra qu'il y a 2 parties, une partie nourricière, une partie normative. La normative renvoie sur les lois et la nourricière renvoie sur le lien. D'accord? Et puis enfin, entre les deux, on a la partie adulte qui va arriver par la suite. Adulte, ça va arriver à partir de 4, 5, 6, 7 ans. Quand l'enfant commence à se poser des questions, il n'est plus dans l'expression de je veux pas, je suis heureux, je suis pas heureux. Il n'est plus seulement dans je suis en train de reproduire ce que j'ai appris autour de moi, d'accord, par identification en fait. Pardon. Je suis en train d'analyser les situations. Par exemple, je suis enfant, j'ai une grosse boîte, vous savez, jaune, là, avec des trous dedans. Alors, il y a un trou avec une étoile, un carré, un tube. Et là, j'ai des pièces à côté. Il faut que je les mette dans la boîte. Et là, il comprend que l'étoile, elle va là, que le carré, il va là. Voilà. Ou il se dit, tiens, je voudrais jouer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être ça, ça ou ça. Et là, il commence à se poser des questions, en fait. Il commence à analyser les situations. Et c'est là que la partie adulte va commencer à apparaître. Pourquoi? Parce qu'il commence à prendre du recul sur les situations et être capable d'analyser des choses. Par exemple, il voit qu'il y a ça, il y a ça. Ah, tiens, je voudrais ça. Comment je pourrais l'avoir pour l'obtenir? Comment je pourrais faire pour l'obtenir? Donc, il commence à analyser les situations. Ça, c'est la partie adulte. Ça marche? Alors, si on fait un zoom sur la partie enfant, on va l'ouvrir un peu. Dans la partie enfant, il y a ce qu'on appelle la partie libre. Libre de quoi? De toute expression. Par exemple, je suis dans ma chambre et en tant que petit bout de chou, j'ai envie de crier, je crie, j'ai envie de chanter, je chante. Voilà. Et qu'importe l'environnement, je suis dans l'expression pure de ce que je vis, ce que je ressens, etc. D'accord? Il n'y a pas de gêne. J'ai envie de courir tout nu au milieu de la pièce, aucune gêne. D'accord? Après, j'ai mon petit parent qui va me dire, attends, il y a des trucs qui se font et puis des choses qui ne se font pas. D'accord? Ça va dépendre de la culture. Si je grandis en Afrique, en forêt, tout le monde est à poil, donc ça ne changera rien. Par contre, si je grandis en Angleterre, évidemment, je ne vais pas avoir le même... Donc, enfant libre, expression. Hein, libre d'exprimer ce que je vis, ce que je ressens. D'accord? Et puis de l'autre côté, on a la partie adaptée. Libre et adaptée. Alors, adapté, vous avez 3 sous-couches. Pour faire simple. Vous avez adapté de manière soumise, rebelle ou manipulateur. Alors, soumise, ça veut dire que je me soumets à l'autorité.
rebelle, que je réagis contre cette autorité. Et manipulateur, comme je ne sais pas trop comment réagir, je vais vous montrer indirectement que je ne suis pas complètement d'accord avec vous et que je vais prendre par des subterfuges, des stratégies pour obtenir finalement ce que je veux obtenir. D'accord? Donc on verra, il y a une grande intelligence là-dedans. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Dans chacune de ces parties, il y a encore une fois une partie positive et parfois une partie négative, ou dit excessive. Par exemple, libre, c'est super bon d'être dans la pure expression. Sauf que si moi j'arrive chez vous et que je commence à ouvrir le frigo dès que, voilà, sans rien vous demander, vous allez me dire, Polo, tu as l'air très à l'aise, c'est super, c'est très inspirant, mais tu vois, pas chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je ne sais pas mettre de règles en fait. Donc il peut y avoir un excès de libre. Et donc du coup, j'ai besoin à me soumettre ici. Alors, si je suis soumis, je le suis, et c'est positif. Par exemple, je sais pas, Christophe est en train de parler, on est en réunion, il n'a pas fini de parler, ben, je me soumets au fait de le laisser finir. Si maintenant, je voudrais poser une question, mais parce que Christophe est là, j'ai peur de ce qu'il va penser, dire, machin, là, je suis en soumission, on l'avait vu ensemble, excessive. D'accord? Donc, c'est la soumission négative. D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez du positif et du négatif. En fait. Rébellion, positif ou négatif? Pareil. La rébellion positive s'appelle, comme dirait mon ami Olivier Roland, parle lui des rebelles intelligents. J'adore cette expression, parce que ce n'est pas le rebelle qui condamne et qui dévalorise l'environnement en disant c'est tous des cons, machin. C'est le rebelle qui dit bah, si ça ne va pas à l'extérieur, voilà ce que moi je vais mettre en place pour changer. En fait. Et tout grand leader a besoin d'un action de rébellion, en fait, en quelque sorte, intérieure. Voilà. Donc le rebelle positif, c'est celui qui sait dire non à des choses qui ne lui conviennent pas, de manière positive, parce qu'il dit bon bah tu vois jusque-là ça allait bien, tu vois. Moi je veux bien attendre un quart d'heure, mais après si t'es là, si t'es pas là, bah, je m'en vais. Voilà. Parce que c'est ma limite. Donc il va poser des limites. Maintenant, il sera excessif parce que il va réagir de manière excessive. Par exemple, vous l'avez doublé dans la queue, et puis d'un coup vous réagissez de manière excessive. Ouais, pourquoi? C'est un peu comme si vous lui avez retiré la viande de la bouche, quoi. Vous voyez. Donc là, vous avez une réaction qui est excessive. D'accord? Rebelle. Et puis le manipulateur, ben, il y a aussi une partie positive, une partie excessive. Alors manipulateur, ben, vous l'avez tous cité, hein, enfant, vous savez que maman rentre à 17h30, donc à 17h vous prenez l'aspirateur. Et comme maman rentre, tout est propre. Ah là là, c'est gentil, écoute, ça tombe bien, justement, je vais te demander un truc ce soir, exceptionnellement, je voudrais sortir. Bon. En fait, vous avez bien une partie de vous là, qui sait à quel moment il est bon de demander. Et les enfants ont une intuition de cœur très développée, justement, parce qu'ils n'ont pas encore le reste. Donc ils ont une intuition qui est très développée, ce qu'on appelle la partie manipulateur. Donc il n'est pas que négatif. C'est la partie de vous qui sent, qui a de l'intuition, mais qui, malgré tout, parfois, quand il ne sait pas demander, eh ben, au lieu de vous dire non, il va vous manifester un non de manière rebelle, en fait. Il va bouder, il va montrer que c'est très dur, qu'il n'y arrive pas. Enfin bon, en fait, il y a un appel à autre chose, en fait. D'accord. Voilà, donc il y a plein de manifestations. On va évidemment pas en faire le tour maintenant. Ça va pour la partie enfant? Après, on revient sur la partie parents. Donc je disais parents normatifs, positifs et négatifs, et parents nourriciers, positifs et négatifs. Dans le parent nourricier, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un négatif aussi, mais je viens de vous le dire. Donc il y a d'abord du positif. Alors ça consiste en quoi, un parent nourricier positif, selon vous? Pasteur, si je vous fais un peu participer, parce que... Qui prend soin, qui écoute, qui prend en compte. En fait, c'est toute la dimension de lien, en fait. Reconnaissance, prise en compte de ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux quelque chose? Voilà, sache que je suis là pour t'aider, etc. Alors, c'est d'abord positif. Si maintenant, à chaque fois que vous avez besoin d'un truc, lui, il a anticipé le besoin et vous a répondu alors que vous n'avez pas fait demander, hein, mettre du truc, là, du dentifrice sur la brosse à dents de vos enfants après 15 ans, bah, sur le coup, c'est sympa, mais ça ne va pas forcément les aider beaucoup à développer leur autonomie. Hein. Il peut y avoir un excès de lien. Auquel cas, ce sera négatif. Et pourquoi je vais le faire? Parce que j'ai peur qu'ils ne réussissent pas. Donc, comme j'ai peur qu'ils ne réussissent pas, et ben, du coup, je le fais un peu à sa place. Oh, pauvre Bouchou, comment tu veux qu'ils prennent l'avion tout seul? C'est pas possible. Ou le train. Voilà. Et donc, du coup, ce qui passe, et c'est ça que c'est un message négatif, c'est que si le parent ne donne pas cette confiance, l'enfant, lui, il entend que, comme maman a peur s'il prend le train tout seul, ben, c'est normal d'avoir peur. Et du coup, sauf si au bout d'un moment, il n'en peut plus, il dit écoute, lâche-moi les baskets, je me tire.
Ça marche? Donc ça, c'est le lien. Après, vous avez le normatif positif. C'est quoi le normatif positif? Les règles du jeu. Donc un normatif positif, c'est quelqu'un qui va poser un cadre, mais qui est cohérent avec un objectif. Hein. Donc ça veut dire savoir poser un cadre, dire non, structurer, expliquer comment on fait les choses. Et négatif, bah, c'est le parent critique. C'est celui qui va... Oui, il va punir en fait. Alors c'est pas la punition qui est à prendre en compte, c'est la manière dont elle est donnée. Ah, par exemple, il va condamner, dévaloriser, critiquer, enfin, c'est le persécuteur en fait. On a soit le sauveteur négatif qu'on a vu ensemble, soit le persécuteur. Soit on verra le parent nourricier positif et le parent normatif positif qui donne un cadre derrière. Ok? Donc ça structure évidemment par le lien et par la loi le développement de la personne. Et au milieu, on a l'adulte, positif ou négatif. Alors c'est un peu neutre, sauf qu'il peut y avoir un excès d'adulte. Un excès d'adulte, c'est-à-dire qu'on monte, ça manque de sentiments, ça manque de recul, en fait. D'accord? Donc la personne est beaucoup dans l'analyse, mais on aimerait bien qu'elle nous parle un peu plus d'elle-même, qu'elle nous communique ses émotions, ou ses ressentis, ou ses observations, et pas seulement dans un pot. Moi j'adore les coachs, je trouve que c'est très important, mais de temps en temps, j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un qui va un peu plus loin et qui me dit, tu vois, Apollo, donc il va rentrer dans un rôle soit de consultant, pour me donner, pour le coup, des directives, soit... enfin, voilà. D'accord? Voilà. Alors après, il y a une petite zone que vous verrez dans la plupart des apports ici. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux zones sont croisées. Vous voyez? L'adulte et le parent se croisent. On a ce qu'on appelle ici des zones de contamination. C'est la même chose avec la partie enfant et adulte. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est en lien avec des choses qu'on voit aussi en PNL, dans les systèmes de croyances. En bas, cette zone de confusion qu'on appelle une zone de contamination, adulte-enfant. Ça va, vous me sentez? Oui. C'est ce qu'on appelle la zone des illusions. Et elles sont très importantes, ces illusions. Elles sont à la fois positives et négatives. Quand j'ai l'illusion de croire que j'ai le potentiel pour réussir cet examen, c'est une illusion positive. C'est-à-dire, je fais comme si c'était possible. Et heureusement que c'est une croyance, d'accord? Et parfois, j'ai l'illusion inverse, c'est l'illusion que je crois que c'est pas possible. Parce que tu comprends, comme j'ai déjà échoué 4 fois, mon système nerveux dit, ah ben non, c'est pas possible pour moi. D'accord? Là, c'est l'illusion négative. Donc, on a des illusions, positives et négatives. Et en bas, vous savez comment on appelle ça en haut? Pardon? En bas, c'était les illusions, confusion du sentiment émotionnel avec... Pourquoi? Parce que je prends un sentiment, une émotion, comme une voie de fait, comme état de fait. Hein? Je ne fais plus la différence. Et en haut, on a ce qu'on appelle, non pas des illusions, mais des préjugés. Le préjugé, c'est une règle qui a été établie comme une possibilité et rien d'autre par culture. Par exemple, on revient souvent à cette phrase, j'ai entendu dans un groupe, c'est un mec qui dit, bah, moi dans ma famille, les hommes ne font pas la vaisselle. C'était de source un peu italienne, alors j'ai rien contre les Italiens, c'est le contraire, je les adore. Mais il dit, chez moi, les hommes ne font pas la vaisselle, donc je ne peux pas faire la vaisselle. Ah, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, en fait, on est dans un préjugé, c'est-à-dire qu'on préjuge qu'une chose est possible ou pas, parce que culturellement, elle est comme ça. Par exemple, on annonce que parce que c'est naturel, c'est bon. Bah, je sens que... je suis désolé, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon, il y a des tas de choses qui sont naturelles. Et si vous les mettez en bouche, ça va mal se passer. Hein. Prenez un champignon, une amanite phalloïde, là, par exemple, vous allez voir, ça va mal se passer. Pourtant, il n'y a pas plus naturel, si vous voulez. Donc, il y a des tas d'éléments toxiques naturels. Mais il y a une espèce de conscience un peu comme ça, c'est naturel, donc c'est bon. Il y a des tas de produits industrialisés qui sont extrêmement positifs, pas transformés, qui sont très utiles. Voilà. Bref. Tout ça, c'est pour juste donner des petits exemples. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu les états du moi. On va aborder maintenant qu'est-ce qui se passe en termes d'échange quand deux états du moi se rencontrent. Donc, on a un parent, adulte, enfant. Ça fait une personne. Et ça, c'est une deuxième personne. Parent, adulte, enfant. Ça va? Je suis encore avec vous, si vous êtes en ligne. C'est toujours animé, là, derrière? D'accord. Bon, n'hésitez pas à faire des petits passages, des petits likes, des petits machins. Parce que du coup, ça incite d'autres personnes à venir. Alors, on va donc parler des transactions. Il y a quelqu'un en ligne ou moi? Bon, on vous salue en tout cas.
On va parler des transactions. Alors on verra, là encore il y a pas mal de formes de transactions. La première, c'est ce qu'on appelle une transaction parallèle. Alors, par exemple, la partie enfant va s'exprimer et va dire, je vais dire à Christian, tiens Christian, j'irais bien manger chinois. Et lui il me répond, waouh, ça c'est une super idée. Vous voyez, enfant, vous voyez, expression de l'envie. Ou alors on est en réunion avec Pierre-Emmanuel, et puis je sens que Pierre-Emmanuel il est un peu agacé, il trouve que le temps est un peu long. Et moi je le regarde, et je dis, comme ça, et lui il me regarde dans l'air, il me dit, ouais. Et là on vient de créer une connexion ensemble, parce qu'on a deux parties rebelles qui sont en synchro, en fait, qui sont exprimées en synchro. Et comme on vit la même chose, soit de la patience, soit je sais pas quoi, vous voyez, que ce soit dans le suradapté, le rebelle, voilà, il me dit, attends, calme-toi, ok, d'accord, je vais me calmer, on se met en phase. Et là, on a ce qu'on appelle une transaction, hein, qui peut être verbale ou non verbale, qui est, qu'on appelle complémentaire, hein, ou parallèle, d'accord. Après, vous avez adulte-adulte, par exemple, quelle heure est-il? Ben, il est 17h. Réponse, pas de souci. Parents, alors on va commencer par, je sais pas moi, le nourricier par exemple. Nourricier, alors, ben les enfants vont rentrer de l'école, on va leur préparer un truc. Ah bah oui, tiens d'ailleurs, je vais, moi de mon côté, faire du thé ou je sais pas quoi. Vous voyez, deux parents qui discutent. Donc vous avez deux parties nourricières, ah bah tiens, on va faire ça, ou deux parties normatives, qui disent, oulala, il serait peut-être important qu'on remette un peu de règles du jeu dans notre animation. Oui, d'ailleurs, je vais proposer de commencer tout à l'heure en exposant les règles. Oui, deux transactions. Pourquoi? Parce qu'on est en phase, en fait, sur la partie normative. D'accord? Alors, ça peut aussi se passer comme ça. Par exemple, un enfant qui rentre de l'école, il dit « Maman, j'ai faim. » Ah ben tiens, assis-toi donc là, mon petit bout de chou, je vais te préparer un petit goûter. D'accord? Ou dans l'entreprise, « Chef, comment je fais? » Ah ben, asseyez-vous, mon petit Marcel, je vais vous montrer comment ça marche. D'accord? Réponse enfant. D'accord? Donc, toutes ces transactions, on les a évidemment partout. En management, c'est juste énorme. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'une époque, quand on faisait beaucoup de management entreprise, on avait un concept qui s'appelait piloter, animer et motiver des équipes. Motiver, c'était la prise en compte du ressenti. Animer, c'est la facteur, ce qu'on a appelé plus tard d'ailleurs le manager coach, puisqu'en fait l'animateur est au groupe ce que le coach est à la personne. Donc il est là pour intégrer des processus qui vont l'aider à avancer. Et puis le parent, c'est la différence entre... Vous connaissez la différence entre un coach et un manager? C'est comme l'œuf et la poule dans l'omelette au lard. Le cochon est dans l'omelette au lard, pardon. La poule et le cochon dans l'omelette au lard. Il y en a un qui est concerné et l'autre qui est impliqué. Je la refais ou... La différence entre un coach et un manager. Dans l'omelette au lard, la poule est concernée, parce qu'elle fait... alors que le cochon, lui, il est impliqué. Il y a un peu de cochon dans la... Voilà. Et donc un manager, il est plutôt concerné ou impliqué? Il est impliqué, parce qu'un manager, on le paye sur les résultats de son équipe. Le coach, il n'est pas concerné par le résultat, il est concerné par le processus. Bref, une petite... Donc piloter, animer, motiver, et donc c'était intéressant de voir comment un manager, par exemple, est-ce qu'il était plus dans la prise en compte des personnes au niveau émotionnel, est-ce qu'il est plus dans l'adulte ou plus dans le parent, hein, soit de manière trop normative, soit trop nourricière, et ça c'était très intéressant. Par exemple, on avait repéré que pour certains qui étaient trop nourriciers, qui avaient donc tendance, en général c'est parce que à l'époque je travaillais beaucoup pour des concessions automobiles, en l'occurrence Alfa Romeo et Lancia, et puis ouais. Et je me souviens que les gars qu'on avait identifiés comme... il y avait beaucoup de parents nourriciers. Pourquoi? Parce que c'était des anciens techniciens qui avaient pris les années durant des postes de responsabilité et qui du coup étaient beaucoup dans le nourricier. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui téléphonait, je me souviens, ils appelaient au poste, c'est ceux qui appelaient le plus d'ailleurs. Au poste, ils appelaient alors comment ça se passe? Ah ben tiens, bon Marcel, t'as qu'à faire ça. Et l'enjeu qu'on leur avait donné pour travailler, c'est tu vas appeler un de tes coéquipiers, à coup sûr il va te demander, il va poser des questions comme d'habitude, et tu dois te débrouiller pour ne lui donner aucune réponse. Et donc ils prenaient ça et les autres écoutaient et c'était du jeu en direct. Hein. Donc le manager arrivait, alors bonjour Marcel, qu'est-ce que je fais chef avec la peinture, le truc. Ah bah tiens c'est intéressant ta question, qu'est-ce que tu en penses? Et au début lui sa tendance c'était de répondre, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah je sais pas chef, c'est vous qui savez. Bah ok je sais mais toi à partir de ce que tu vois, ce que tu ressens, pourquoi? Parce qu'il avait un devoir de ne pas donner de réponse, mais d'amener l'autre. Donc là il développait sa partie plus
adultes, c'est-à-dire sa fonction coach, on pourrait appeler ça comme ça. C'est en ça qu'en tant que manager, il devenait plus. Et du coup, l'autre dit, ouais, je pense qu'il faudrait faire ça. Écoute, c'est super. Et là, il devait le valoriser. Ah ben, c'est pas, chef, merci. Il était souvent très étonné, parce qu'en plus, on avait les haut-parleurs, donc on entendait les réponses. Lui était très étonné des feedbacks qu'il obtenait. Et en très peu de temps, on voyait comment un manager allait commencer à modifier, donc c'est des petits millimètres, mais allait modifier son interaction. Alors, on peut le faire en tant que parent, on peut le faire en tant que professeur, on peut le faire en tant que manager, on peut le faire en tant qu'entrepreneur, on peut le faire en tant qu'ami, on peut le faire en tant que coach. Mais c'est très intéressant de repérer où est-ce qu'on en est et de corriger 2-3 trucs. Parce que les réactions sont immédiates. Voilà, donc ça c'est les transactions parallèles. Alors après, vous avez ce qu'on appelle les transactions croisées. Donc là, ça va commencer à chauffer un peu. Je reprends mon exemple. Ah là là, j'irais bien au chinois, au cinéma, ce que vous voulez. Et là, la personne répond, par exemple, j'irais bien au cinéma, pour changer un peu. Ah, tu vas pas encore m'embêter avec tes films, machin. Vous avez vu la réponse? Pas la même. Ou, quelle heure est-il? Dis donc, tu pourrais pas avoir ta montre? Par normatif. Ou, par nourricier, quelle heure est-il? Pourquoi tu as faim? Réponse, nourricière. Donc, en fait, pour qu'un nourricier réponde comme ça, lui, il est très à l'écoute du ressenti de l'autre, et il se dit, présupposé, si la personne me pose la question, c'est que probablement elle a faim. En fait, la réalité, c'est que c'est plus une réalité qui lui arrive à elle. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va faire des présupposés. Mais là, l'idée, c'est de repérer que je ne suis pas en train de répondre à la demande de la personne. Donc, une fois, 2 fois, ça va aller, mais à partir de la 3e fois, ça va créer de la frustration. Parce que la personne, mais non, pas que j'ai faim ou pas faim, je te demande juste quelle heure il est, en fait. Ah, d'accord. Non, mais il faut que tu le dises, hein, si tu as faim, parce que, tu sais, on peut aller chercher une pizza. Ça va revenir. Bref, ça marche? Alors voilà, quelle heure est-il? Bon, je pourrais faire tous les étages comme ça, mais je vais avancer. Après, vous avez une 3e forme de communication qu'on appelle des transactions fuyantes. C'est-à-dire que je te pose une question. Par exemple, tiens, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ou qu'est-ce que tu vis, toi, à partir de ça? Ouh là là, ça c'est une grande question, parce que alors, tu sais, quand on s'y penche, etc., ça s'appelle des transactions fuyantes. C'est-à-dire que je ne réponds pas à ta question. Quand on répond à une question par une autre question. Eh ben, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, alors ça dépend des cas, parce que parfois, pour répondre à ta question, j'ai besoin que tu ailles un peu plus loin sur la demande exacte, parce que je n'ai pas bien cerné quelle est ta question. En tout cas, c'est adapté. Mais ce sera d'autant plus adapté que j'aurai formulé ce que tu dis. Par exemple, tu me poses une question du type, tu vas me dire, oui, mais toi, qu'est-ce que tu penses des managers? Alors, je dis, écoute, c'est une bonne question, qu'est-ce que je pense des managers? Mais quand tu dis des managers, tu parles de qui exactement? Tu vois? Mais la petite reformulation que j'ai eue avant, elle est très importante, parce qu'elle te permet d'entendre que j'ai bien reçu ton message, etc. Si maintenant, tu me dis, tiens, qu'est-ce que tu penses des managers? Alors ça, c'est une grande question, parce que alors, tu sais, quand on commence à se pencher sur ce truc, on s'aperçoit que ceci, on s'aperçoit que cela, et là, je t'ai complètement noyé, et je n'ai pas répondu à ta question. D'accord? Ce qu'on appelle des transactions fuyantes. Et après, vous avez le plus corsé, et là, on va le voir après, avoir des conséquences sur la relation. C'est d'autant plus fréquent qu'on est dans des jeux psychologiques, on va le voir, c'est-à-dire déconnecter notre intimité. En gros, je dis une chose, mais je vais sous-entendre autre chose. Alors, soit c'est perçu comme ça, soit c'est volontairement, avec intention, envoyé comme ça. Par exemple, je vais dire, alors là, je vais jouer. Christophe, tu veux jouer avec moi? Attention, c'est un jeu qu'on va faire ensemble. Hein. Okay. On est en réunion comme ça, puis je suis avec Christophe. Je dis, bon, vous, effectivement, vous avez compris. Hein, on voit que vous avez compris. Hein. Ouais, les autres? Donc, vous voyez ce que je viens de faire là? C'est-à-dire, je viens de dire, Christophe, ouais, non mais vous, on voit tout à fait que vous avez compris. Hein. Mais la réalité, c'est que dans la manière dont je dis les choses, il y a de l'ironie. Il y a de l'ironie, et il y a un sous-message qu'on appelle ici une transaction à double fond. Ici. Alors maintenant, ça peut être aussi entendu de manière négative. Alors que moi, je n'étais pas forcément là-dedans. Par exemple, j'arrive, et puis lui, on n'a pas forcément un lien jusqu'à présent qui est très positif. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas suffisamment pris en compte, ou quoi que ce soit. Puis moi, j'arrive en chef, puis je dis bonjour à tout le monde, comme ça. Voilà. Et toi, par contre, j'ai un lien qui est très positif avec toi. D'accord? Et puis lui, comme je dis bonjour comme ça, peu rapidement, voire même j'arrive et je dis à peine bonjour, toi, tu vas te dire, à ce moment-là,
Si tu as un lien positif avec moi, comme tu es dans une croyance, hein, donc ton baromètre interne, il est assez haut. Donc si moi je ne suis pas très bon, tu vas me rehausser, en quelque sorte. Parce que s'il n'y a pas des bonjours, s'il doit être occupé ou préoccupé. Par contre, toi qui as un baromètre beaucoup plus bas en ce qui me concerne, On n'a pas dit bonjour, on a dit bonjour. pas bonjour, égal. Alors, si après je dis bonjour, comme ça, un peu rapidement, tu es capable de me dire, alors toi du coup, lui, il t'a dit, ouais, mais toi, tu vois bien qu'il n'a rien à faire de nous, par exemple. Donc, toi, tu vas te plaindre parce que tu la connais bien, ok? Mais elle n'est pas d'accord avec toi. Donc, du coup, au bout d'un moment, moi, je vais dire bonjour, et après, elle va te dire, bah, tu vois bien qu'il est sympa. Oui ou non? Mais toi, qu'est-ce que tu vas répondre? Ah non, c'est un enculé. Il a l'air comme ça, mais la réalité, c'est que... Pourquoi? Parce que si j'ai eu 2-3 transactions à double fond avec lui, il a encaissé là derrière. Et il voit bien qu'il y a, dans mon propos, une dissonance entre ce que je vis et ce que j'en vois. Et malheureusement, il y a des gens qui sont là-dedans, parfois sans même s'en rendre compte, en fait. D'accord? Ils ont des dissonances au niveau de l'expression. Donc, ce qu'on appelle, nous, en PNL, des incongruences, mais qui sont fortes. Et du coup, s'il y a des jeux psychologiques qui sont en plus là derrière, bah, vous imaginez que ça va générer la transaction au double fond. D'accord? Ou tout simplement, reprenons l'exemple, tu étais à la gare, je devais te prendre, je t'ai pas pris. Alors, si c'est solide entre nous, dire bon, il a dû être occupé, mais si c'est pas solide entre nous et qu'il y a des antécédents négatifs, dire encore un, je savais très bien, je ne sais même pas pourquoi je lui ai demandé d'ailleurs, parce que j'étais sûr que de toute façon il n'avait rien à faire, etc. Vous voyez? Ça va vite, aller vite. D'accord? Alors, ces transactions, donc on a vu les parallèles ou complémentaires, on a vu les croisées, ça commence à chauffer un peu. Après, on a vu les fuyantes, qui est encore une autre façon de ne pas bien communiquer. Et enfin, on voit les doubles fonds qui sont les pires. En fait. Et ça va nous mettre évidemment des bananes sous les pieds. Donc on est là dans des mécaniques transactionnelles. Alors ce qui est vrai avec une autre personne, c'est aussi vrai avec soi. Parce que le parent interne discute avec la partie enfant, et etc. Moi, je viens de prendre un shoot positif ou négatif, parce que tout d'un coup, j'ai dit un truc, moi je suis en face ici. Comme je ne suis pas bien, je l'ai pris dans l'enfant adapté soumis. Sous le coup, je dis rien. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Mais la sauce, j'ai été touché, j'ai pris une marque d'attention négative intérieurement. Donc, j'ai un petit sentiment de victime qui est là. Donc, intérieurement, tac, 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 je vais monter ici. Et je peux vous assurer qu'au prochain virage, bam, 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 ça va redescendre là. D'accord? Moi, du coup, je lui dis un truc, ça ne lui plaît pas. Donc, il réagit de manière un peu vive. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il a me parlé comme ça, celui-là? Depuis quand tu me parles comme ça, toi? Ouais, et on est parti dans le 8 conflictuel. Donc, ce n'est pas un 8 qui va nous tirer vers le haut, c'est un 8 qui va nous tirer vers le bas. Voilà. Alors, ça, c'est vrai au niveau verbal, mais c'est aussi vrai au niveau non verbal. Et c'est pour ça qu'on va aborder maintenant la structuration du temps. Parce que vous allez voir qu'à chaque étage, on peut vivre des choses plus ou moins élevées sur ce mode-là. Et il n'y a pas besoin de parler pour que ça se vive. Vous allez voir, c'est très sympa. On rentre là, pour le coup, dans la structuration du temps. On corrige le temps en même temps. Alors, dans la structuration du temps, ce que montre la T, que je trouve intéressant, je vous en parlais un petit peu dans les bases PNL, puisque je l'aborde, c'est le 3e jour quand on aborde les clés de base, les fondamentaux de communication. C'est une affaire d'intensité de relation. Donc, en haut, on va voir, je vais mettre une croix, parce qu'on est dans une très faible intensité. Après, on va monter dans les croix, parce que l'intensité va augmenter, puis augmenter encore, puis augmenter encore, et puis ici, on va voir, elle est soit rouge, mais l'intensité de ce qui est partagé est encore plus fort. Et après, on a le top du top. C'est le niveau le plus élevé des échanges. C'est ce qu'on va voir, l'intimité. D'accord? Alors, le premier niveau, on l'appelle le retrait. Posture de retrait. Quand je parle de posture de retrait, c'est ni bien ni mal. C'est simplement que je suis retrait dans une posture où il y a très peu d'échanges. Alors, soit c'est volontaire, je suis dans un groupe, puis je me retire dans ma chambre. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien de me retrouver. Mais ça peut être aussi dans un grand magasin, il y a énormément de monde, mais je suis là dans ma tête, je gère mon truc, ou je suis sur mon téléphone, ou dans mon bouquin. Ah, il y a du monde à la maison, mais moi je suis dans mon univers en fait. Et donc il n'y a pas d'interaction, je suis donc en mode retrait. Okay? Et parfois je peux être en mode retrait involontairement, mais plus par habitude. Parce que j'ai des rituels qui m'ont conditionné à être dans cette posture. J'arrive dans une grande salle pour une conférence et je me mets à l'arrière.
parce que c'est mon habitude. Ou je parle à personne, ou je me penche sur mon téléphone. Et donc je vais, comme je suis là, dans ce retrait, sans même m'en rendre compte, mettre en place des modalités qui font que du coup j'ai peu d'interaction au niveau social. Alors, j'ai l'impression que les gens ne me parlent pas, mais en fait je ne me rends pas compte que je fais ce qu'il faut pour pas qu'ils approchent en fait. Hein, c'est pas toujours le cas. Donc vous avez le retrait volontaire ou involontaire. Ok, c'est le retrait. Après, donc là il n'y a pas d'échange. Okay, et puis, comme la personne vient s'asseoir à côté de vous et qu'elle vous dit bonjour, vous avez, même si vous avez le nez dans le téléphone, il est convenance de lui dire bonjour. Ou là vous passez dans un mode rituel. Alors pour les mecs, vous avez repéré une super nana. Pour l'instant, vous êtes en retrait parce qu'il n'y a pas de contact. Alors vous allez vous asseoir pas trop loin. Elle va vous dire bonjour, vous allez lui répondre. Là, vous êtes au mode rituel. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, il va falloir créer du lien. Aller au contact. Il va falloir échanger. Alors c'est vrai dans toutes les situations. Je m'amusais avec la jolie fille ou le mec qui vous plaît. Mais on va rentrer dans des rituels. Alors les rituels, ils sont, pour rester pour l'instant là-dedans, c'est un peu devant l'ascenseur. Et bonjour, bonsoir. C'est le minimum social qu'on fait. Parce que c'est de convenance, voilà, c'est politiquement correct en fait. Hein. Et parfois c'est choisi, mais on va en rester là. Voilà. C'est des gens qu'on croise le matin, bonjour. Voilà. Et ça peut être un bonjour qui est très authentique, mais on ne va pas aller plus loin que ça. D'accord ? C'est un rituel. Et on sait qu'il n'y a pas d'engagement. On va parler peut-être un peu de la météo, autre chose comme ça, si l'ascenseur est un peu long, parce qu'on arrive à l'accueil de trucs, mais on n'a pas l'intention d'aller plus loin. Hein. Par exemple, c'est intéressant de repérer, c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on travaille là-dessus, de repérer comme ça 2-3 relations qui s'établissent sur ce mode-là. Par exemple, je vais régulièrement à tel hôtel, et quand j'arrive, là où j'en suis, c'est je dis bonjour aux gens, je demande ma clé, quand on m'a donné ma clé, je vais prendre ma chambre. Quoi. Parce que je ne suis pas allé plus loin. D'accord ? Alors peut-être que de temps en temps, il y en a un qui est à l'entrée avec qui j'apprécie plus. Alors quelqu'un, quand il est là, du coup, je vais aller un peu plus loin. Et là, pour le coup, je vais passer dans le niveau 3, c'est-à-dire du passe-temps. On appelle ça le passe-temps. Alors le passe-temps, vous le connaissez bien en famille. Alors au début, pas forcément, hein, ça peut être très sympa, on se donne des nouvelles, etc. Et puis après, entre deux repas, c'est un peu long, mais on occupe un peu l'espace, et vous faites et ceci, et vous faites et cela. Voilà. Mais il n'y a pas d'objectif particulier. On va aller boire un pot, après une journée de formation, et on se met en mode passe-temps. Voilà, ça fait du bien. Vous voyez, c'est pas négatif du tout. Mais vous êtes d'accord qu'on est dans un niveau plus élevé que dans le rituel. D'accord ? Mais il n'y a pas d'objectif. C'est-à-dire que si votre téléphone sonne, vous le prendrez, etc. Parce qu'on est dans du passe-temps. On discute, on occupe le temps en fait. Et comme mieux vaut parler, c'est comme en voiture, si vous restez trop longtemps dans le silence, surtout les nanas. Bon bref. Ok ? Voilà, donc on occupe le temps en fait. D'accord ? Mais vous êtes d'accord que la stimulation est plus élevée. Hein, on a parlé 5 minutes, etc. Vous êtes en train de vous promener en montagne, et comme les sentiers sont petits, s'il y a 2 personnes qui arrivent, vous allez dire bonjour. Ce ne serait pas le cas si vous étiez dans la rue, dans un grand magasin. Puis une fois que vous leur avez dit bonjour, que vous êtes repéré, soit ça ira pas plus loin, soit vous arrêtez parce qu'il y a un beau panorama, et comme ils ont un chien, ou je ne sais pas quoi, il est mignon votre petit chat, machin. Et là, on parle de choses et d'autres. D'accord ? Et du coup, comme on a créé une connexion, si on se revoit le soir dans un restaurant avec d'autres amis, ils sont là en train de manger, vous direz juste bonsoir. Si vous allez discuter un peu plus, la relation étant plus élevée, peut-être à ce moment-là, vous allez vous asseoir, parce que ça prend un peu de temps, vous plaisantez. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas d'objectif si ce n'est d'être dans un rapport positif. Donc ça, c'est du passe-temps. Et c'est intéressant de voir à l'endroit où on passe le plus de temps d'ailleurs. Après, comme vous connaissez la personne, par exemple, on a bu un peu ensemble, on s'est parlé dans une conférence, et là tout d'un coup, je capte chez vous qu'il y a un truc que vous pourriez m'expliquer. Par exemple, je viens de découvrir que tu connais le tennis, je ne sais pas quoi, et tu dis, bien. Et ça ne te dit pas qu'on aille se faire une partie. Et là, on va définir ensemble un objectif. Ou j'ai vu que tu faisais telle chose, je me dis, tiens, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus, je vois que tu es dans tel métier, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce que tu fais, tu vois ? Et là, je vais avoir une connexion qui a pour but d'avoir un objectif. C'est un peu comme quand je vais prendre un rendez-vous. Et la particularité, c'est que là, on va passer en mode activité. On n'est plus en mode passivité, on est en mode activité. C'est-à-dire qu'on a un but. Et il est clair que pendant qu'on se rend compte à l'égard de ce but, si j'ai mon téléphone, sauf si c'est une urgence, je le prendrai, mais sinon, je m'occupe de lui. Si on joue au tennis, je
finirai ma partie avant de prendre mon téléphone. Voilà. Donc je viens vous rencontrer parce que vous avez un truc à m'enseigner ou quoi que ce soit. Et la particularité ici, c'est que nous avons un objectif commun. On se retrouve dans le même bureau, mais c'est parce qu'on a un dossier à traiter, on a une réunion à gérer. Vous êtes d'accord que le niveau d'implication va augmenter? Avant, on se connaissait, maintenant, on se prend rendez-vous pour éventuellement faire du business ensemble, travailler, aller manger au resto, je ne sais pas quoi, mais on va avoir un truc commun. Là, on passe dans l'activité. Et maintenant qu'on commence à se connaître mieux, le niveau émotionnel va apparaître. On a passé une bonne soirée en boîte, on se connaît un peu mieux. On a bu un peu parfois, ça va aider les choses, etc. Et là, du coup, on va se lâcher un peu plus. Et là, vous avez deux niveaux. Et c'est un choix. Soit vous passez ici, dans ce qu'on va appeler les jeux psychologiques, ça veut dire psychologique, on va en parler juste après. Soit vous êtes, parce que vous en êtes là, ça dépend de votre niveau d'évolution et de sensibilité, vous êtes tout de suite dans l'intimité. Et quand vous connaissez l'intimité, c'est compliqué de revenir aux jeux psychologiques. Mais quand vous ne connaissez pas l'intimité, bah vous êtes dans des jeux psychologiques. D'accord? Alors, quelle est la différence? Elle est énorme. Mais elle va se vivre à des strates différentes. Alors, on en a un petit peu parlé ensemble. Vous vous souvenez, quand on a parlé des modes réactifs, en descendant dans des états internes qui sont des états de dévalorisation. Et autrement de critique. Le summum pour descendre vers le bas, c'est la plainte. Se plaindre. Se plaindre est la meilleure stratégie pour se faire une vie pourrie. Il n'y a pas mieux. C'est le top du top. D'accord. Sauf qu'on ne sait pas toujours si on ne l'a pas appris. Hein, la plainte, la critique, ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans les jeux psychologiques? On verra qu'il y a 4 niveaux. J'en ai un petit peu parlé, je vais les rappeler. Mais d'abord, la base de la structure, un jeu psychologique, pourquoi ça existe? Parce que ça offre un niveau de stimulation qui est plus élevé que le fonctionnement sur un objectif. On joue au tennis avec Hélène depuis qu'on se connaît un peu. Et maintenant qu'on se connaît un peu, du coup, je peux lui dire les trucs qui ne vont pas dans ma vie. Tu vois? Je peux lui dire, par exemple, que, ah là là, un tel, t'as vu ce qu'il dit sur les gens? Ah, la météo, ah, puis alors ses impôts, ah, et puis ses enfants, j'en peux plus, ah, je vais commencer à me confier. Mais pas sur un mode. On va voir dans l'intimité, je peux parler de mes problèmes, mais j'en parle pas de la même façon. Là, quand je suis dans l'intimité, je dis, tu sais, il y a un truc que j'aimerais bien partager avec toi, je vis pas très bien ce truc, qu'est-ce que toi t'en penses? Mais là, je suis sur un mode constructif. Donc je peux parler d'un problème, mais je suis en mode de jeu, de ce que je ressens, avec un esprit qui n'est pas contre l'autre, qui est un esprit de collaboration. Je rencontre telle difficulté avec un de mes enfants, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider, ou toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc les choses sont plus posées, elles sont connectées à un jeu, et pas à un tu, et je suis orienté sur moi-même, bien sûr, mais sur une solution. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un rapport. Même si je suis avec quelqu'un qui me condamne, par exemple, tiens, on vient de me mettre en justice, tout ça, j'ai l'impression que mon oncle, là, il est remonté contre moi comme pas possible, et je vois bien, il est dans une crise un peu... Ouais, je ne sais pas trop quoi faire face à ça. Tu vois? Et là, du coup, elle va m'aider à parler avec moi, elle va m'écouter, on va trouver... Mais elle n'est pas en train de me dire, oui, tu as raison, on va lui casser sur la tête, envoie-lui les flics, et pourquoi pas, etc. D'accord? Ça serait du jeu psychologique. D'accord? Donc ça, c'est de l'intimité. Mais alors, pourquoi on est dans des jeux psychologiques? Parce que ça fait souffrir. Mais en même temps, c'est très stimulant. D'ailleurs, tous les polars, un bon polar, un film, a besoin, on va voir, des 3 postures. On a besoin d'une victime. En général, elle est jeune, jolie et sensible. On a besoin d'un persécuteur qui va devenir de plus en plus méchant à travers le scénario. Et on a besoin d'un super flic, d'un policier, d'un sauveteur, d'un je sais pas quoi, etc. Et évidemment qu'au moment où le film, la séquence arrête, surtout si c'est une série, la star du film se retrouve en posture de grande difficulté. À tel point qu'on se dit, il faut absolument que je vois la suite pour voir comment il va sortir de là. Donc c'est très, très bien fait. Et pourquoi on a ces 3 polarités? Parce que c'est extrêmement stimulant. D'accord? Et trêve d'être dans l'intimité, on va au moins, puisqu'on n'est pas dans l'échange de marques d'attention positives, on va au moins demander des marques d'attention négatives. D'accord?
On aimerait bien ça, mais ça, on a l'impression que ça n'existe pas. Ou ça existe, c'est un peu, ah oui, mais là, on est dans les formations, c'est un peu le monde des bisounours, mais tu sais, cette expression qui dit, mais à l'extérieur, on est dans la vraie réalité. C'est sûr que la réalité est différente, mais la réalité, c'est ce qui fait la réalité, c'est la manière dont vous la voyez, cette réalité. En intimité, je serais plutôt en mode plus, on va le voir, en acceptant toutes les autres positions. On le verra après d'ailleurs. Et dans le jeu psychologique, il n'y a pas tellement de plus, hein. C'est soit plus, moins, soit moins, plus, soit moins, moins. D'accord? C'est les trois postures. Avec des niveaux d'intensité, je le disais, différents. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le niveau 1, un jeu psychologique, j'en sors par moi-même. J'ai pris une baigne parce que un tel a dit une chose ou n'a pas fait une chose que j'attendais. Je dis bon, c'est pas grave, il n'y avait pas intention de me nuire, pour reprendre des accords Toltec. J'en fais pas une affaire personnelle. Et c'est ok. Je lui donne le droit à l'erreur, je lui donne le droit, etc. Même sur Aimé qui me parle autrement, je vois bien que c'est ok. À la limite, ça n'empêche pas que je prenne en compte mes besoins et que j'allais dire, tu sais, quand tu parles un peu comme ça, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur nos modalités en termes de règles. Parce que si on continue comme ça, à mon avis, on va dans le mur. Est-ce que tu t'en rends compte? Ça n'empêche pas d'être responsable. On n'est pas... Le béni oui, ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et positif, ça veut dire que je prends en charge la responsabilité de la situation et je vois comment je peux la gérer. D'accord? Voilà. Alors, jeu numéro 1, je m'en sors. Jeu numéro 2, eh ben, comme j'ai pris un gros taquet, il va falloir que celui qui me l'a envoyé ou quelqu'un qui lui ressemble, en tout cas, en prenne un peu dans la figure. En gros, j'étais chez mes beaux-parents, mon conjoint a dit un truc qui ne me plaisait pas, sur le coup, j'ai rien dit. Pourquoi? Enfant suradapté, je suis dans un environnement... Voilà. Mais dès qu'on a repris la voiture tous les deux, après le premier virage, et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Depuis quand tu me traites comme ça? Et tu te crois où? Etc. Comment ça? Mais moi, j'ai jamais dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui, mais à chaque fois, c'est la même chose. Et là, c'est parti. Encore une fois, la meilleure façon de se faire une vie pourrie, c'est d'exprimer des critiques, en fait. Ça marche, hein? Rentrez à la maison chez vous ce soir, vous allez voir. Commencez à critiquer votre environnement, ça marche très bien. D'accord? C'est la critique. Et après, la dose avec laquelle on envoie. Donc ça, c'est le niveau 2, d'accord? J'ai besoin de m'enguirlander. Le niveau 3, on s'est tellement accroché qu'il y a besoin qu'une tierce personne. Et là, on tombe dans le scénario perdant, puisqu'on va avoir besoin de l'environnement, en l'occurrence, un médiateur, un avocat, l'intervention de la police, ou de la gendarmerie, ou des pompiers, pour régler le truc, là, parce qu'on est vraiment mal barré, quoi. Et heureusement qu'on nous arrête d'ailleurs, parce que sinon, on va tout casser. Vous voyez ce genre de comportement? Donc heureusement que des fois, on a des trucs, il faut arrêter les gens, parce qu'ils sont tellement partis dans n'importe quoi qu'il faut à un moment recadrer, quoi. D'accord? Donc il va falloir mettre du cadre pour... voilà. Et donc, ça c'est le jeu niveau 3. Et puis niveau 4, bah, le type il est tellement mal, intérieurement, qu'il prend une arme, il descend l'autre, ou il s'en tire une, et il descend toute sa famille, il en tire une. Mais ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Il y a eu une dégradation, voilà, qui va l'entraîner à la fois dans un sentiment de déprime. Vous pouvez jouer sur le plan de la peur, de la colère. Donc dans la peur, au fond, ce sera la terreur, hein, qui fait que du coup, bah, je suis hyper réactif à tout ce sentiment. Ouais, je ne peux plus sortir de chez moi. Ça arrive, hein, il y a des gens qui sont tellement dans cette angoisse. Dans la colère, bah, j'ai tellement été injustement traité que voilà, je suis rempli de haine, voilà, je n'ai jamais lâché là-dessus, vous voyez, et ça va me bouffer, hein, on en parlait émotionnellement, corporellement, dans ma structure. Ben, dans la peine, j'ai tellement été peiné par cette séparation que ben, j'en déprime. Et puis, bien sûr, que j'ai alimenté des comportements pendant des années, comportements qui vont favoriser ce truc. Alors, comment en sortir? Parce que c'est quand même intéressant. On ne va pas rester que dans le problème. Alors, la T parle du triangle positif cette fois-ci. On parle du triangle d'or, D-O-R, d'or de la communication. Et en fait, on va remettre juste les polarités positives dans l'un. Donc la victime, on va la remplacer par la puissance. On va appeler... Alors, en fait, c'est les 3 P. On appelle ça les 3 P, vous allez voir pourquoi. 3 P. Puissance, ça renvoie à la partie enfant qui est positive, qui est créative. D'accord? On va voir comment on va aller la chercher. Ici, on a la partie protecteur, c'est la protection. Le cadre est là pour protéger, protection. Hein, par exemple, vous mettez un périmètre dans une zone de baignade pour protéger, vous mettez des règles dans une entreprise, vous mettez des lois dans une société, parce que s'il n'y a pas de loi, bah, il n'y a plus de justice.
Et puis de l'autre côté, on va mettre des permissions. P comme permission. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, tu as le droit d'être fragile, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de faire des demandes, etc., etc. Donc ça, c'est du lien. D'accord? Alors, ce qui est intéressant dans le switch entre... Parce que c'est pas tout d'aller diagnostiquer des problèmes, mais après, il faut expliquer comment on en sort. Le premier, c'est puissance. Oui, puissance, protection, permission. Imaginez la personne qui se culpabilise parce qu'elle a mangé trop de chocolat sur son canapé. Vous connaissez l'histoire, elle arrive fatiguée, elle se met en mode popcorn canapé, et là, du coup, elle se laisse aller à manger n'importe quoi et à faire des choses qu'elle n'autoriserait même pas que ses enfants fassent. Du coup, pourquoi? Parce qu'elle a un parent nourricier interne qui lui dit « Écoute, allez, laisse tomber, on s'en fout, on se lâche ce soir et on fait n'importe quoi. » Ça, c'est un parent nourricier interne négatif, un sauveteur interne négatif. Donc du coup, parce que je suis mal, j'essaie de me faire du bien avec ce qui immédiatement se présente. Après, je vais passer en persécuteur interne, dit autrement, la culpabilisation. Et on va avoir le droit à cet ascenseur-là. D'accord? Si je veux sortir de ça, ce que va nous montrer le processus qui nous permet de changer, c'est la faculté d'abord à écouter notre désir. Et comme je vous le disais, la voie de sortie, c'est de prendre peut-être la 5e plaque et de commencer par un carreau, et là de me mettre vraiment dans le plaisir. À quoi j'accède vraiment comme plaisir, quel est mon désir en fait. Et c'est le côté nourricier qui se met à l'écoute de mon désir. Vous voyez? Qu'est-ce qui est important pour toi, Polo, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors je peux le faire avec une autre personne. Quand tu dis que tu es en colère et que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, c'est du nourricier positif, mais qu'est-ce que tu ressens? Ok, tu te sens en colère, tu te sens, tu as envie de mettre, t'en peux plus, tu as envie de mourir, ok, mais derrière ça, c'est quoi qui est important? C'est quoi ton désir? C'est quoi ton aspiration? Vous vous souvenez? Et là, hop, on va, grâce à de l'écoute, reconnecter la personne à son vrai désir. Et à partir de là, plutôt que lui dire, ben voilà ce que tu devrais faire, et c'est là que l'adulte agit, en fait, qui va nous sortir, puisque l'adulte ici, la posture adulte, par le biais des questions, alors il y aura aussi un peu de nourricier, il y aura des normes, mais on va poser des questions. Qu'est-ce qui se passe pour toi, mon petit bout de chou, là? Ok, tu as telle frustration, mais c'est quoi? Et ça révèle quoi comme désir derrière? Et puis enfin, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et là, on va réouvrir au-delà des valeurs, des objectifs. C'est quoi ton important? Donc tout ça, c'est du nourricier. Et en fonction de ça, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour que ça fonctionne? Je ne vais pas faire les choses à ta place, mais on va les faire ensemble si tu veux. Et là, on a un accompagnement plus pédagogique sur le faire et sur l'avoir. Après l'avoir écouté sur ce qu'il a envie de vivre. Vous sentez le bazar? Et donc, c'est comme ça que la T, en fait, met en avant le côté... ta puissance, elle va directement être la conséquence de protection, c'est-à-dire de règles du jeu que tu es capable de te mettre et de permissions que tu es capable de te donner. Par exemple, pour évoluer sur un nouveau projet, on le vit beaucoup dans le cadre des accompagnements des gens là, tu sais, qui se lancent un peu sur Internet, qui font des choses qu'ils n'ont pas fait jusqu'avant, parler dans un téléphone, faire une webconférence comme ça, etc., parler devant un tableau, devant un groupe, ce que vous êtes en train de tester, eh bien c'est me donner la permission d'exprimer ce que je vis, ce que je ressens. Un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui fait ses premiers pas. Et c'est ok, tu as le droit d'être parfait, c'est sûr. Voilà. Par contre, arrête-toi et tire des règles du jeu. C'est quoi les bonnes règles pour toi? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce que tu peux faire? Et à partir de là, qu'est-ce qui est important d'avancer? Ça va générer le faire et la voix. On est dans du conditionnel. Et là, la qualité du lien qui va plutôt conditionner les croyances positives en termes de potentiel. D'accord? Et si ça fait 4, 5, 6 fois que mon joueur rate un match, en tant que manager ou parent ou quoi que ce soit, c'est la capacité de dire, tu sais, c'est pas parce que tu as raté que tu es nul. En toi, il y a un gagnant formidable qui est là. Sauf que si tu n'as pas eu le résultat, c'est qu'il faut qu'on fasse grandir sur le processus, sur la pédagogie. On va aller travailler le geste pour atteindre. Mais c'est sûr qu'en toi, tu as tout le potentiel. Là, vous comprenez qu'en termes de management, les marques d'attention, vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Voilà. Et là, du coup, c'est ça qui est intéressant et riche, c'est que quand vous commencez à changer dans votre propre développement, intégrer ces qualités de relation avec vous-même et avec l'environnement, c'est quand même un sacré levier de changement. Hein. Je vous assure que les changements, ils ne vont pas se faire dans 3 mois et dans 6 mois. Comme dirait la loi d'attraction, c'est immédiat. Hein. Vous changez de note, de musique, vous changez de mélodie. Alors ça, c'est les jeux psychologiques que je vous ai fait en version négative et positive. Et on va finir, parce qu'il faut bien finir, sur les positions de vie. Alors les positions de vie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en permanence, en fait,
en choix plus ou moins conscients. C'est ça que je trouve intéressant. D'abord, on va les aborder sur le mode du développement de l'autonomie. Là, c'est intéressant pour moi de repérer que quand vous êtes petit bout de chou dans le ventre de votre maman, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, moi non, mais enfin, on m'a dit. En gros, un petit bout de chou dans le ventre de sa maman, il est dans l'expression totale. D'accord ? Unifié complètement avec sa mère, avec l'univers. Il est dans l'expression totale, c'est-à-dire que tout est OK. Il est dans un monde où tout est possible, vous êtes d'accord ? Et l'environnement est intégralement positif. D'accord ? À peu de choses près, il peut y avoir évidemment des chocs de la maman qui font des tensions aussi, etc. Mais d'une manière générale, on est en plus. Nous, en AT, on dira nous en PNL, c'est la puissance du potentiel qui est en toi. Il y a en toi une lumière, il y a en toi un géant, il y a en toi une princesse, il y a en toi un prince. Et en AT, on appelle ça le petit prince ou la petite princesse. C'est la partie de nous qui est la plus lumineuse. Et qui est en fait cette graine qui, de rien, on est quand même parti de pas grand-chose, hein, vous êtes d'accord ? Et on est devenu ce que nous sommes. C'est quand même quelque chose de dingue. Quand vous regardez comment la moindre des cellules est constituée, c'est juste un miracle. En fait. Voilà. Donc, c'est la reconnaissance qu'il y a en tout individu la graine d'un champion. Alors, ce petit bout de chou, quand il va naître, il va passer par une deuxième grande étape qui va beaucoup contribuer à son développement, mais qui n'est pas forcément évidente. C'est la phase de dépendance. D'accord ? Alors, elle est évidemment positive. Pourquoi la particularité ? C'est qu'il est en moins et l'environnement est en plus. En l'occurrence, c'est maman. Heureusement que maman est là pour me nourrir. Alors, le plus positif, hein, ça c'est le côté nourricier, mais le plus aussi négatif, c'est qu'elle est là pour me donner le cadre, la maîtrise, ou parfois aussi en faire un peu trop avec moi, ou parfois aussi me mettre dans des règles qui ne me plaisent pas forcément. D'accord ? Par exemple, un petit bout de chou, quand il a envie des bras de maman, c'est tout de suite, c'est pas dans 10 minutes. Si maman lui dit « Arrête, j'arrive dans 5 minutes », 5 minutes, c'est même pas quand c'est. Pourquoi ? Parce que lui, il vit dans l'immédiateté. D'accord ? Il pleure et il rit en très. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une conscience immédiate des choses. Il est complètement émotionnel. Donc, il est en facteur de dépendance, et ça, c'est positif. C'est le premier niveau d'autonomie. Et puis, dans son évolution, il va passer en phase de contre-dépendance. Ça va commencer à 11 mois, 16 mois, etc. Vous savez, c'est les séries de noms. Il commence à dire non à tout. Il donne à manger, non, il veut. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il va commencer à marquer son indépendance. Il va sortir de cette dépendance en marquant, il va se dissocier, il va chercher à sortir. Alors en termes de parents, adultes, enfants, vous voyez, là, maman et la partie adulte s'occupaient complètement de la partie enfant, en fait. Vous voyez, il était en symbiose, en fait. Et là, il va sortir de cette symbiose. Il n'est pas autonome, ici, mais il ne veut plus que la partie adulte de papa et maman s'occupe de lui. D'accord ? Donc il est contre cette dépendance. C'est pour ça qu'on appelle la contre-dépendance. Et en fait, lui, il est toujours en moins, mais il ne veut plus que l'extérieur l'aide. Il est en moins. D'accord ? Et c'est une phase qui est saine, parce qu'il commence à dire non à tout. Alors, ce qui est vrai à 16, ça va recommencer à 7-8 ans, ça va recommencer à 12 ans, 15 ans, ça va recommencer à 21 ans. À peu près tous les 7 ans, vous avez un cycle un peu comme ça. Et c'est normal, puisque ça contribue à pousser ce germe magnifique vers l'autonomie. D'accord ? Sauf que là, on est en moins. D'accord ? Si c'est excessif, comme je vous l'expliquais le premier jour, je ne sais pas si ça vous, je suis en moins, c'est-à-dire je rejette, toi, je ne veux même pas que tu m'aides, et puis, de toute façon, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas toi qui vas m'aider. Ouais, là, on est dans du rejet excessif. Donc, contre-dépendance. Et ça va me permettre d'aller vers, oui, qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire que moi, je suis en plus, et toi, tu es en moins. Alors, l'indépendance mal vécue, c'est moi tout seul, moi sans vous. D'accord ? La dépendance positive, c'est j'y vais, et puis je m'occupe de moi, et puis vous êtes tout à fait capable de vous occuper de vous. D'accord ? Mais je suis indépendant. Et puis après, je vais devenir interdépendant. Donc, c'est le 4e degré d'autonomie. Interdépendance, ça veut dire que on a chacun 2 cellules autonomes, d'accord ? Et du coup, on va forger quelque chose de plus grand ensemble. C'est un couple qui se met ensemble, c'est des associés qui s'associent, c'est des complémentarités qui se mettent ensemble. Et ça, évidemment, ça va tirer et accélérer les choses vers l'autre. Après, alors c'est Vincent Lénard qui fait apparaître, lui, un 5e niveau. Il parle, lui, du niveau d'appartenance. Donc c'est quand je rentre dans un groupe de pensée.
par exemple, parce que voilà, une philosophie, ou je sais pas quoi, groupe de pensée. Et après, il parle du niveau de reliance. Donc là, c'est le niveau plus spirituel, c'est-à-dire que je me sens vraiment en lien avec une autorité spirituelle. Là, vous mettrez le nom que vous voulez là-dessus. D'accord? Alors, sans aller jusque... Enfin, pas sans, c'est en allant aussi jusque-là. Donc ces 4 niveaux, ça représente en fait la base des positions de vie. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans une seule et même journée qu'on peut passer par toutes ces étapes. Donc on avait dit moins, plus, moins, moins, plus, moins, et plus, plus. Et là, pour le coup, on va voir qu'il y a un saut qualitatif très important entre ces 3-là et celle-ci. Dans ma nature humaine, face aux contraintes qu'on peut rencontrer, je peux être soit ici, c'est-à-dire en facteur dépendant, la base, l'émotion de base ici, c'est la peur. J'ai peur de prendre ma place, parce que quand je vois le nombre qui sont, imaginez que je sois formateur, je suis ici, j'arrive en me disant, oulala, au nombre qui sont, avec l'expérience qu'ils ont, qu'est-ce que je peux bien leur raconter d'intéressant? Et là, je ne me sens pas à la hauteur, d'accord? Parce que je vous survalorise. Soit je me dis, ils sont dangereux, si j'en dis une, je vais en prendre plein la tête, soit je dis, sans eux, je ne pourrais jamais faire les choses, c'est l'autre façon. Mais je suis dans la peur, voilà. Donc, au début, elle est saine, mais excessivement... Après, vous avez l'inverse. L'émotion de base dans l'inverse, le plus-moins, c'est la colère. Donc la colère, hein, c'est en gros le formateur qui arrive et qui, en arrière-plan, c'est pas très conscient, mais en gros, dit « Heureusement que je suis là, parce que les pauvres petits, sans moi, qu'est-ce qu'ils deviendraient ?» D'accord? Je suis OK, c'est moi qui ai la science, c'est moi qui ai la... Mais vous, commencez par apprendre déjà ce que je vous raconte, puis après on verra. D'accord? On a beaucoup de postures comme ça, hein, en management, éducation, etc. Voilà, ça c'est le plus-moins. Alors je suis plus, alors soit heureusement que je suis là pour vous aider, soit c'est moi qui fais la loi et c'est pas vous qui décidez, ok? Le patron ici c'est moi, d'accord? Donc c'est moi qui décide. Et parfois on a nos petites crises d'autorité comme ça. Hein. Alors la meilleure façon de voir où on en est, c'est avec les enfants qu'on a ou avec les gens qu'on connaît bien. Parce que c'est dans ces situations-là que ça apparaît le plus en fait. Alors, ces peurs, colères, malheureusement, elles vont nous mettre en compétition, comme je disais, hein, en rapport. Donc, du coup, tu vas oublier, je suis passé en colère, et je te condamne. Ah là là, tu aurais dû prendre le pain. Hein. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de critiquer. Ou de se plaindre de l'autre. D'accord? On est en mode expression de nos frustrations. Et malheureusement, en tombant là-dedans, on va avoir des chances de se diriger par là. Et on y va tout droit sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va vers de l'isolement. D'accord? C'est ce que vous expliquez avec tes stratégies Internet, avec tes enfants. Hein, si vous commencez à continuer un peu comme dans la cour d'école, ou n'importe où d'ailleurs dans votre vie, à commencer à dévaloriser votre environnement, rassurez-vous, votre environnement va finir par s'occuper de vous. C'est-à-dire ça va vous retourner. Malheureusement, vous allez finir perdant dans cette affaire. Et vous allez finir en moins. Pourquoi? Parce que vous êtes bien engueulé, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous séparez. Il y en a un qui va dans la cuisine, fumer sa clope, et l'autre qui va dans le salon boire son... Pourquoi? Il fume. Et pourquoi il boit de l'alcool? Parce qu'il y a des vides intérieurs. Ils sont malheureux. Ou alors, je peux le faire autrement, hein, je vais aller me défoncer au sport. Ou genre, je sais pas quoi, ou au travail, ou je sais pas quoi. Mais il y a des comportements qui vont se manifester, où moi je suis pas heureux et l'environnement n'est pas forcément OK, ou alors je vais changer d'environnement, ou comme l'environnement, j'arrive pas à le gérer, je change. Et puis après, je change encore. Et je me retrouve tous les 3 mois avec une personne différente, ou avec un environnement différent, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que je suis en mode, ici, peu à peu, de tristesse. Pourquoi? Parce que ce que je vis, c'est qu'au fond, on ne m'aime pas vraiment, en tout cas pas sur la durée. D'ailleurs, la preuve, c'est que mes relations ne durent pas. Elles ne se construisent pas dans le temps. Je passe d'un truc à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une relation à l'autre, d'une activité à l'autre, et je ne construis pas en fait. Et je suis toujours en mode que moi j'ai gagné et toi tu as perdu, ou de perdant parce que toi tu as gagné et moi j'ai perdu. La réalité c'est que même si tu as gagné, j'ai probablement quelque chose à apprendre, et si moi j'ai gagné sans toi, c'est embêtant parce que j'ai pas de prise en compte de l'environnement, de l'écologie, et par conséquent, ça va me coûter par la suite. D'accord? Il y a probablement quelque chose à construire pour essayer de faire grandir ces personnes. Et c'est dans ma qualité d'interaction que ça va pouvoir changer. Il y a déjà une acceptation au départ. Voilà, il y a une acceptation. Alors qu'ici, j'étais en mode, je suis moi, l'environnement est moi, enfin il est plus, mais il est plus condamnant, donc comme il est plus, ma raison d'être, c'est d'attaquer. Après, je monte un peu, je passe en moins, c'est-à-dire que je suis en moins, mais l'environnement est... Pardon, le moins il est là.
l'environnement est pas tac personnel. Et sur le coup, elle est très en colère. D'abord, elle dit rien, parce qu'elle a l'habitude de subir. Mais elle rentre à la maison, elle est très en colère, elle a son compagnon. Ah, c'est pas possible, pourquoi? Il me respecte jamais, etc. C'est pas à moi de faire ça, etc. Et là, son compagnon lui dit, écoute, je sens qu'effectivement, tu as l'air pas très sécurisé, ou son manager, j'en sais rien. Donc du coup, il appelle ton manager, dis-lui, ah oui, je vais l'appeler. Bon, finalement, tu décides de repasser en lien avec lui. Et là, tu lui dis, tu sais, je comprends pas, pourquoi? Et là, ton manager en face, qui a appris à communiquer, dit, mais qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Tu te sens ok? Ah oula, mais tu sais, Sylvie, moi, je te propose de prendre le week-end pour réfléchir. Nous, c'était vraiment dans l'idée de te permettre de grandir, de faire une nouvelle expérience. Si c'est pas ok pour toi, continue à y réfléchir, et puis tu vas voir, lundi prochain, on trouvera une autre personne, et c'est complètement ok. Toi, à ce moment-là, tu te sens aimé. Donc tu te détends, reconnu, tu vas mieux, tu te détends. Et comme tu es en train de te détendre, le système nerveux se relâche un peu. Du coup, avec la prise de recul, le bon week-end, les amis à la maison, et puis la discussion avec tes potes qui sont autour de toi, qui disent, mais attends, c'est peut-être une opportunité pour toi. Et toi, du coup, comme tu vas mieux émotionnellement, ton système de perception est un peu plus connecté, donc ta tête va fonctionner un peu mieux, elle va s'ouvrir en l'occurrence, et comme tu vas mieux intérieurement, mentalement tu vas mieux, tu vas t'ouvrir. Et après une bonne prise de recul, tu vas dire, tiens, finalement, c'est vrai, après tout, je vois les choses maintenant différemment. Et comme tu les perçois différemment, tu vas les vivre et les ressentir différemment. Tu vas revenir le lundi matin, et là, tu vas dire, finalement, je vais tenter l'expérience. Mais évidemment, c'est un gros challenge pour toi. Mais tu tentes quand même l'expérience. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bosser, tu vas faire un super PowerPoint, etc. Et tu vas super bosser. D'accord? Et là, tu arrives avec beaucoup de tension, c'est la première fois, tu parles en public, il y a 200 personnes dans la salle, et tout, c'est énorme. Et puis, tu as quand même vachement bossé ton truc, et puis là, tu as un d'entre vous qui discute, par exemple Pierre-Emmanuel, et qui dit, tiens, au fait, Sylvie, j'ai pensé à ton truc, là, comment on pourrait faire? Et toi, tu es tellement emballé par ton truc, que tu réponds, ah, mais tu sais, j'ai pensé à des trucs super géniaux, et là, tu ne te rends pas compte, mais en fait, tu es en train d'interagir de manière positive avec lui. Et puis après, tu croises Bastien, qui est là, ah tiens, c'est toi qui fais la conférence, c'est super, comment tu te sens? Ah ben, je me sens bien, d'ailleurs, j'ai envie. Ah, tiens, en fait, j'ai une question, c'est ça. Et là, tu sens que tu as des réponses à des questions des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de construire une relation positive. Puis après, tu commences à démarrer. Bonjour, les gens t'applaudissent, machin. Et toi, tu commences à parler de ça. Et puis, tu as une question dans la salle, puis deux. Et tu réponds à la question, parce qu'évidemment, tu as bossé ton truc. Et puis, tout d'un coup, tu es en train de parler. Et puis, tout d'un coup, tu es en train de répondre. Ton PowerPoint, et toujours, tu le suis. Mais en fait, la réalité, c'est que tu es en telle qualité d'interaction, tu n'es plus dans le jugement de valeur, qu'est-ce qu'ils pensent de moi et machin. Tu montes dans une strate supérieure qui est directement liée. Tu n'es plus dans des jeux psychologiques, en fait, dans un rapport de compétition. Tu passes dans un rapport d'intimité. Et l'intimité, c'est le niveau le plus élevé de croissance personnelle. Il n'y a pas plus élevé que l'intimité. Que ce soit en couple, dans des groupes de co-développement, des masterminds, des coaching, tout ce que vous voulez. C'est le niveau le plus développé. D'accord? D'ailleurs, dans un cercle, si vous voulez avoir une accélération très forte, il vous faut 3 choses. Il vous faut des gens qui sont extrêmement aimants, qui vous acceptent inconditionnellement. Zéro critique. Quel que soit ce que vous dites, ce que vous pensez, machin. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes, quels que soient les résultats que vous avez. La deuxième condition, c'est des gens qui sont engagés à vous faire grandir sur la manière dont vous faites les choses. Valoriser les points forts, vous faire réfléchir sur c'est quoi votre centimètre ou millimètre suivant. Et la troisième chose, c'est des gens qui vont vous inspirer. Parce qu'eux-mêmes ont atteint des niveaux plus développés. Quand vous avez ces 3-là, vous êtes dans un facteur d'accélération dingue, en gros. Et donc, du coup, entrant dans cette intimité, dans ce cercle privilégié, donc vous êtes une famille, en fait, et du coup, vous avez un ascenseur de croissance là, qui vous tire droit vers le haut. Et du coup, même s'il y a des contraintes, la réalité, c'est que vous ne fuyez pas ou attaquez pas la contrainte. Vous dites, tiens, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce qu'elle présente comme opportunité? Et ça va être tellement puissant que ça ne va pas se passer seulement pour votre environnement, ça va se passer aussi pour votre environnement passé. Et là, commencez à concevoir que les situations passées que vous avez vécues, compliquées, etc., sont aussi probablement des situations qui sont là pour vous faire grandir. Et que l'avenir n'est pas contre vous, mais avec vous, pour autant que... etc. Voilà un petit peu. Et là, votre rapport au monde est en train d'évoluer. Et ce ne sera jamais fini parce qu'on est tous en travaux dans ce domaine. D'accord? Alors, pour finir, en synthèse, c'est sympa, non? Génial. On aura vu les marques d'attention qui conditionnent la forme dans laquelle on agit ou ce qu'on vit, le scénario qui est plus axé sur nos valeurs, sur nos comportements. En fonction de ça, nos états du moi vont se construire, ils vont nous aider à gérer cette interaction avec nous-mêmes, avec les autres, qu'on a vu les transactions.
Du coup, on va passer du temps dans des étages d'intensité différents entre le retrait et l'intimité, facteur le plus élevé. Les jeux psychologiques qui sont les éléments qui vont nous tirer vers le bas ou l'intimité qui va nous tirer vers le haut. Et on a vu enfin les positions de vie, à la fois en niveau d'autonomie, mais aussi en qualité d'interaction avec l'environnement. Merci à vous. Merci Claude. Bonsoir à tous. Là, on va faire un truc, voilà, on va faire un petit coucou. On va faire un petit coucou pour ceux qui étaient là jusqu'à la fin. C'est pour vous. Bravo. On va faire un petit coucou à chacun. Voilà, hop. Et on vous salue. Bonsoir à tous. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'était.